Choix. Toujours. Choix 98.1. Radio X. Nicolas Machiavel a déjà dit, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On vous souhaite à tous un bon vendredi soir. On est le 9 octobre 2020. On s'enligne sur un congé de 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Christian Page, bonsoir. Salut. Ah, ça on fait du bien. Oui, un beau congé de 3 jours. Écoute, remarque que le fait qu'on est un peu, pour beaucoup de gens, en tout cas dans ce qui me concerne, les gens ne le savent peut-être pas, ceux qui sont à l'écoute, mais moi je suis dans un studio à Montréal, toi tu es dans un studio à Québec, donc quelque part, en tout cas en ce qui me concerne, je suis un petit peu confiné dans tout mon propre environnement. Fait que 3 jours de congé, c'est 3 jours, bien sûr, sans travailler, mais quand on travaille à la maison, on travaille toujours, et le confinement nous force un peu à finalement à rester chez soi. Je serais incapable de travailler toujours de la maison. Je sais qu'il y en a qui ne jurent que par ça maintenant parce que ça coûte beaucoup moins cher, puis c'est beaucoup plus pratique, puis on est un peu plus opérationnel. Il n'y a personne qui est là pour nous déranger. Mais moi, de voir les gens, de voir mon studio, de voir les ordinateurs, la console, c'est toutes les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier-là. C'est parce qu'il y avait un studio de radio. Ben, en fait, Yannick, on n'est que toi et moi. Là. Oui, c'est vrai. On est que toi et moi. Oui. Ce que tu dis est tout à fait fondé. C'est-à-dire que moi, en tout cas en ce qui me concerne, moi, bien sûr, je m'étais fait une promesse à moi-même quand j'étais ado, et c'était de ne jamais me retrouver dans un emploi où j'aurais à avoir à pointer. Tu vois, là, donc ta carte de punch. Tu sais, je voulais pas ça. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours été travailleur indépendant. Et j'apprécie de travailler à la maison, mais pas à ce point-là. Et je dois, parce que j'aime mon métier, mais j'aime aussi me retrouver en studio, que ce soit, ceux qui l'ignorent, je travaille également au 98.5 à Montréal. Donc le plaisir de retrouver l'équipe du studio, et comme tu dis, l'effervescence du studio de radio, et là on parle de radio, mais je fais également de la télé, donc retrouver l'équipe de tournage, tout ça, il y a une espèce de dynamisme là-dedans, que là, confiné, c'est un petit peu difficile. Je dois t'avouer qu'à des moments donnés, mettons un bémol là-dessus, mais tu sais, je suis pas au point de dire je suis dans une détresse psychologique, mais c'est vrai que ça devient excessivement lourd au quotidien d'être chez soi. Ouais. C'est le fun de travailler chez soi 3-4 jours, mais là, quand ça fait des semaines et des semaines que tu ne vois que les 4 murs de ton chez toi, ben là, à un moment donné, tu dis, j'ai envie de voir du monde, là, j'ai envie de parler, là, tu sais, j'aime bien mes chats, mais c'est le fun de retrouver des gens, de parler avec eux, d'échanger des idées, tu sais, tu comprends, et là, on n'a plus ça, et les êtres humains, on est des êtres qui socialisent. Et là, cette histoire de COVID-19, cette crise-là, nous amène justement à mettre un bémol sur ce besoin que les êtres humains ont de socialiser. Et moi, en ce qui me concerne, les gens qui sont venus à mes conférences le savent très bien.
À la fin de la conférence, tu me poses une question, puis la réponse dure 2 heures. Tu sais. J'aime socialiser, j'aime discuter avec les gens. J'ai un énorme plaisir à échanger, puis à échanger également avec des gens qui ont des idées différentes des tiennes, hein, parce que ça t'amène à réfléchir, à te reposer une question, à te repositionner par rapport à ton propre discours. Et là, écoute, enfermé comme je le suis depuis le mois de mars, je peux pratiquement compter sur les doigts, les 10 doigts de ma main, hein, les sorties que j'ai faites où j'ai eu du plaisir à retrouver des gens de mon milieu. Hein. Il y a 2 semaines, j'ai tourné un épisode des Francs-Tireurs avec Benoît Dutrisac, qui était diffusé d'ailleurs cette semaine. On parlait de la zone 51. C'était pour moi un énorme plaisir, non seulement de sortir de chez moi, mais enfin de retrouver des gens que j'apprécie, que j'aime, et puis on a pu échanger toutes sortes de trucs. C'est des moments, on dirait que là, maintenant qu'ils sont de plus en plus confinés, ces moments-là, je te dirais que c'est des moments qu'on apprécie encore davantage. Et là, tu vois, le fait que la région de Montréal est retombée dans la zone rouge, la région de Québec est en zone rouge, alors qu'il y a quelques semaines à peine, je discutais avec toi, je te disais, peut-être qu'on aura le plaisir, ou j'aurai le plaisir de faire des conférences cet automne à Québec. J'ai un livre qui sort sur les ovnis, qui sort dans une semaine et demie. J'adorerais, hein, j'espère. Je ne suis pas particulièrement optimiste, mais j'espère que ce confinement de 28 jours va déboucher sur une ouverture, à tout le moins un relâchement de certaines mesures qui permettront peut-être de retrouver les gens en public, même si c'est des gens, même si ce sont des conférences où on doit limiter le nombre de participants, le nombre de spectateurs. J'espère avoir ce plaisir-là de retrouver, parce que là, je dois t'avouer, Yannick, qu'être confiné chez moi, là, je commence à en avoir plein de pompons. J'en doute pas. Mais c'est payant, par exemple. Parce que là, moi, je me suis aperçu que j'avais jamais fait autant d'argent de ma vie. Je dépense rien. Ah oui, bien sûr. Juste de l'essence, puis sinon, je suis à la maison. Je suis à la maison avec les gars. Moi, je suis un individu qui un de mes... comment je pourrais... Une de mes faiblesses, c'est le restaurant. Moi aussi. J'adore aller au restaurant. Tu sais, toute occasion est bonne pour aller au resto. Tu sais. Et là, écoute, à la maison, évidemment, il y a un aspect économique là-dedans. Tu sais, on économise parce qu'on va pas au resto. Mais te retrouver, là, je sais pas, mais moi, un de mes grands... Je suis pas un individu qui fait beaucoup de sport, je suis pas un individu qui va dans les bars, j'ai pas énormément d'activités sociales. Mais quel plaisir de se retrouver autour d'une bonne table, une bonne bouteille de vin, des amis. On échange entre nous, on réinvente le monde. Tu sais, tu comprends? Il y a une espèce d'échange, un remue-ménage qui est extraordinaire dans une réunion de 7-8 amis autour d'une table avec des intérêts communs. Ça, c'est un de mes grands plaisirs. Et ce plaisir-là, pour l'instant, il est excessivement limité. Je me suis fait plaisir cette semaine. Moi, j'ai été me promener dans le Vieux-Québec, puis j'ai vu des gens qui étaient... On gardait nos distances, là, mais les gens n'avaient pas besoin de mettre des masques quand ils étaient à l'extérieur, puis je voyais des sourires. Maudit que ça faisait du bien. Maudit que ça faisait du bien. Tu vois, rien que ça, le fait de sourire. Moi, je suis un individu, les gens qui habitent dans mon coin, qui me connaissent et qui me croisent sur la rue. Moi, je suis un gars qui est excessivement souriant. Tu sais, j'ai tout le temps le sourire. Et rien que cet aspect-là, tu vois, le port du masque, tu te retrouves dans des lieux... même si je souris aux gens, les gens le voient pas, et les gens qui me sourient, je ne le vois pas non plus. Il y a comme une espèce de... C'est ça, il y a comme une censure de ce plaisir-là qu'on a à socialiser par le port du masque. Et bien sûr, je reconnais l'utilité de ça, de la santé publique, tout ça. On doit se protéger, puis on doit protéger les autres. Mais... de toi à moi, là, hein? Mais que le virus soit fini, là. On a-tu hâte en tabarnouche, cette histoire-là de virus. T'sais. Puis effectivement, toi, à la maison, tu as des jeunes enfants qui mettent probablement un peu de gaieté et d'activité. Puis de temps en temps, mais de temps en temps, je les enverrai chez Christian Page une fin de semaine. Avoir la paix, là. Je pourrais me les envoyer parce qu'effectivement, moi, avec mes 2 chats à la maison, là, tu sais, là, puis ma copine, écoute, l'effervescence, hein, ça passe de Netflix au DVD, là, tu sais, c'est beau. Et on a une grosse soirée, hein. Ouais. 2 films sur Netflix, tu sais. Fait que c'est un peu ça, tu sais. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Hey, ce soir, tu m'as grandement intrigué.
Tu as choisi un sujet et tu m'as dit, Yann, ça va brasser ce soir. Ouais. Ça risque d'être une émission particulière. Très particulière. Parce que, écoute, Yannick, j'ai eu une prise de conscience cette semaine. Je t'explique ça. On n'est que toi et moi, là. Hein? On se fait un remue-ménage. Cette semaine, en début de semaine, il y a un auditeur de Radio X qui m'écrit. Et qui me dit, je vais cesser d'écouter votre émission, Monsieur Page, parce que moi, j'aime les vraies histoires inexpliquées, puis selon vous, il n'y a jamais rien d'inexpliqué. Donc, merci, bonsoir. Bon, OK. Tu comprends, la première lecture, c'est de dire, tu sais, le type, c'est un peu comme s'il me disait, je crois au Père Noël, vous me dites que le Père Noël n'existe pas, mais comme il y a des stations de radio qui disent que le Père Noël existe, je vais aller là. Bon. Elle est belle, la démocratie, c'est parfait. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu sais, je respecte cette opinion-là. Mais ensuite, en discutant avec des amis, en des échanges, même si je suis confiné, j'ai quand même des échanges avec des amis, et je me suis posé cette question, Yannick. Qu'est-ce qui fait... Visiblement, mon message ne passe pas. Comment les gens peuvent-ils encore avoir cette idée que je maintiens qu'il n'y a pas de phénomène inexpliqué, alors que chaque semaine, je répète qu'il y a des phénomènes inexpliqués. Ils sont rares. Hein? Combien de fois j'ai répété 90 à 95% de ce que vous retrouvez dans la littérature, à la télévision, c'est du gros bullshit. Mais il y a un 5% de phénomènes qui sont excessivement mystérieux et pour lesquels on n'a pas d'explication rationnelle. Je regarde les 2 années qu'on a fait ensemble, on en a présenté plusieurs de ces histoires-là. Le crash d'un ovni à Shag Harbor en Nouvelle-Écosse dans les années 60. Il y a quelques semaines, quand on a parlé ensemble de ces vidéos tournées par la US Navy, j'ai clairement exprimé que si on prenait de manière littérale le témoignage du commandant Fravor, qui disait avoir vu cette espèce d'ovni en forme de tic-tac au-dessus de l'eau, mais si on le prenait de manière littérale, il n'y a rien que l'on connaît dans l'arsenal militaire ou dans les drones qui permet d'expliquer cette observation. Il y a quelques semaines également, on a fait cette émission sur le poltergeist de la machine. L'an dernier, on a fait une émission sur le poltergeist d'Acton Vale. Il y a énormément d'histoires pour lesquelles on n'a pas d'explication rationnelle. Je n'ai jamais tenu ce discours-là qu'il n'y a pas de phénomène inexpliqué. Alors, comment les gens arrivent-ils à tirer ce type de conclusion? Ça a été mon premier questionnement. Parce que des phénomènes inexpliqués, il faut se le dire, Yannick, il y en a, même si elles représentent 5%, et même dans ces cas-là, ces 5%, c'est vrai que j'ai également un discours qui dit faut faire attention parce que même les cas inexpliqués ou inexplicables ont toujours un talon d'Achille. Et c'est tout à fait vrai. En 45 ans, ça fait presque 45 ans que je fais ça, Yannick, je n'ai jamais vu un seul cas dit inexpliqué ou mystérieux qui n'avait pas son talon d'Achille. Même si tu me demandais de te choisir les 5 meilleures histoires paranormales pour lesquelles on n'a pas d'explication, malgré cela, même si je te listais ces 5 expériences-là, ces 5 histoires-là, quand on les gratte, on s'aperçoit qu'il y a tout le temps une petite faiblesse quelque part. Le cas parfait, le cas béton, n'existe pas. En tout cas, moi, en 45 ans, je ne l'ai jamais vu. Mais ça ne veut pas dire que le phénomène est explicable pour autant. Là. Pour le moment, on n'a pas d'explication rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des faiblesses quand on regarde l'investigation qui a été faite. Et même quand on dit les faiblesses, il faut également faire attention parce que dans certains cas, même s'il y a des faiblesses dans l'enquête, les sceptiques auront tendance à prendre ces faiblesses, à les monter en épingle pour discréditer l'histoire. Et ce qui est souvent une exagération, parce que c'est pas parce qu'il y a une faiblesse que ça veut dire que l'histoire est pas vraie pour autant. Tu dis, OK, il y a une faiblesse. Tu sais, prenons par exemple, pourquoi il n'y a pas de monsieur machin X ou Y qui a vu un ovni, pourquoi il n'a pas pris une photo? Il n'a pas pris de photo, peut-être parce qu'il n'y a pas pensé, même s'il avait un appareil photo dans ses poches. Tu comprends? C'est une faiblesse. Ça ne veut pas dire, on peut se questionner, pourquoi n'a-t-il pas pris de photo? Il y avait un appareil, il avait son téléphone portable à portée de main, il n'y a pas pensé. Bon, il n'y a pas pensé, c'est correct, c'est quand même une faiblesse. Les sceptiques diront, monsieur X avait un appareil photo dans sa poche, il ne l'a pas utilisé, évidemment, ça doit être parce que c'est une fraude. Donc, il faut faire attention à ça. Le fait qu'il y ait des faiblesses dans certaines histoires, en fait, il y en a partout, dans toutes les histoires, j'en ai toujours rencontré. Je n'ai jamais vu, moi, le cas béton, je connais pas toutes les
les histoires, Yannick. J'ai la prétention de dire j'ai une connaissance quasi encyclopédique sur ce sujet-là, mais il est possible qu'une histoire qui se soit produite quelque part en Nouvelle-Zélande, que j'ai jamais entendu parler, et qui est le fameux cas béton tant recherché. Mais jusqu'à maintenant, en 45 ans, je l'ai jamais vu. Donc, il faut faire attention pour ne pas tenir compte de ces faiblesses-là. Faut en tenir compte, mais c'est-à-dire ne pas les mousser au point de discréditer l'histoire sur cet élément-là, comme le font parfois les sceptiques. Mais en même temps, les croyants ont tendance à les minimiser, voire même à les ignorer. Et ça non plus, ça aide pas l'histoire. Tu sais, oui, mais le gars a pas pris de photo. Ah ouais, mais c'est pas grave. Non, attends une minute, là, c'est pas grave, là, tu sais, faut quand même s'arrêter puis se dire, attends une minute, pourquoi le type a pas pris de photo? Donc, il y a des éléments comme ça qu'on doit tenir compte, et même si les meilleures histoires ont leur talon d'Achille, on doit quand même les regarder. Mais cela étant dit, je maintiens, j'ai toujours maintenu qu'il y avait des cas pour lesquels on n'a pas d'explication rationnelle. Ça ne veut pas dire qu'une histoire de fantôme pour laquelle on n'a pas d'explication rationnelle nous force à accepter que nous sommes visités par des revenants, ou des histoires d'ovnis pour lesquelles il n'y a pas d'explication ne nous force pas non plus à accepter que nous sommes visités par des extraterrestres. Mais nous sommes en présence d'histoires pour lesquelles on n'a pas d'explication rationnelle. Donc, ça a été un peu mon questionnement. Pourquoi les gens pensent ça? Pourquoi les gens... Je comprends, parfois je te fais des coïts interrompus. Assez souvent, oui, assez souvent. Mais que cette idée générale que, voilà, Christian Page est toujours en train de dire qu'il n'y a pas d'histoire inexpliquée, alors que c'est tout à fait faux. Je le maintiens, il y en a. Et c'est la preuve d'ailleurs pourquoi je suis encore là après 45 ans, parce qu'il y en a. Et je suis intrigué par ces histoires-là. Il y a 45 ans, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes, je cherchais des réponses. Et encore aujourd'hui, je cherche des réponses parce qu'il y a des histoires dont la solution m'échappe. Donc ça, c'était mon premier questionnement. Pourquoi c'est comme ça? Et ensuite, sur cette réflexion, je me suis dit, peut-être que je ne prêche pas suffisamment par l'exemple. Peut-être que j'ai trop tendance, puis ça, c'est mon problème à moi, là. Je te fais une confidence, Yannick, là. Je vais pleurer un petit peu sur ton épaule. Peut-être que j'ai tendance à trop intellectualiser le débat. C'est-à-dire que, on dirait que peut-être que j'oublie qu'à la base, les gens qui nous écoutent, par exemple, c'est beau de se faire dire que, OK, il y a une bonne histoire, mais il y a des faiblesses. Mais je peux comprendre que les gens se disent, mais c'est quoi l'histoire? On peut-tu l'entendre, l'histoire, et ensuite juger quels sont les éléments forts et les éléments faibles, plutôt que d'avoir une espèce de discussion un peu philosophique autour de ça. Ce qui est important d'avoir aussi, hein, c'est important de discuter du fond lui-même. Mais sur le terrain, tu comprends, c'est un peu ce fameux débat entre, tu sais, la pratique et la théorie. Ouais. Et j'ai peut-être tendance à trop parler de la théorie et pas suffisamment de la pratique. Donc ce soir, j'ai dit, on va se faire quelque chose. Ouais. Si les gens aiment ça, on pourra le refaire. Puis, si les gens n'aiment pas ça, ben tant pis, on l'aura fait une fois. Ce qu'on va essayer de faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois, de temps à autre, on va choisir des histoires qui ont marqué la culture du paranormal. Ce soir, on va vous faire entendre une petite capsule qui dure à peu près 12 minutes, où j'ai fait un peu comme si c'était un livre narratif où je vais vous raconter une histoire, telle qu'on la retrouve généralement dans la littérature. Et ensuite, toi et moi, Yannick, on va faire l'exercice de décanter les points forts et les points faibles. Hein? Donc, les gens, là, ce soir, vous allez entrer dans la tête de Christian Page. Quand je mène une enquête, comment moi je réfléchis? Qu'est-ce qu'on me dit et comment je me dis, ouais, OK, mais il y a un petit point faible ici, tu comprends-tu? Et je veux pas que ça devienne un débat, tu comprends? Je veux pas que ma page Facebook, puis je veux pas que la page Facebook de Radio X devienne une page sur un débat. Je ne veux pas ça. Tout se justifie. Tu comprends? On parlait tantôt de notre histoire de photos. Je vais t'énoncer un fait qui est indiscutable. Le fait est le suivant. Depuis les 20 dernières années, on a vu une multiplication d'appareils photo, d'œils électroniques. Hein. Aujourd'hui, les gens s'en rendent pas compte, mais presque tous les carrefours des grandes villes sont surveillés par des caméras. Les grandes artères, les ponts, par exemple, sont également surveillés par des caméras, ne serait-ce que les caméras de la circulation. Et
monsieur et madame tout le monde ont en leur possession des téléphones portables avec des systèmes de caméras qui se sont énormément améliorés. Moi, je me rappelle quand les premiers téléphones portables sont sortis au milieu des années 90, fin des années 90, tu prenais une photo, puis elle avait comme 4 pixels. Tu sais. Aujourd'hui, on est rendu à 20 millions de pixels sur la photo. Tu comprends? On a des systèmes pour prendre des photos qui sont tout à fait remarquables. Je n'ai pas vu les systèmes de surveillance à Québec, mais je peux te dire qu'à Montréal, dans les locaux du 98.5, on partage nos locaux avec ceux de Radio-Circulation. Et à Radio-Circulation, les gens, la plupart des gens qui nous écoutent n'ont jamais mis les pieds là-dedans, mais quand tu rentres dans cette pièce-là, il y a le mur devant le chroniqueur est tapissé d'écrans de télévision. Il y en a des dizaines, il peut y avoir 40 ou 50 écrans de télévision. Certains de ces écrans-là sont redivisés en 3 ou 4 segments et tous ces écrans-là sont reliés à des caméras extérieures là, qui couvrent des artères, qui couvrent des ponts. Et il y a 24 heures sur 24, si vous en prenez votre voiture à 3 heures du matin, puis là, évidemment, je parle pour ma paroisse à Montréal, je sais pas, mais j'imagine à Québec, c'est pareil. Il y a des commentateurs qui disent, OK, si vous prenez le pont Pierre-Laporte, il y a un bouchon de circulation à tel endroit. Donc, il y a une espèce de commentaire qui se fait là, 24 heures sur 24, en tout cas, c'est le cas pour Montréal, et c'est comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui est devant ces écrans-là et qui observe la circulation même à 3 heures du matin. Or, ce que les gens ne savent pas, c'est que ces écrans-là, ces caméras-là, qui sont maintenant partout, 50% de ces écrans-là, de ces images-là, présentent des portions de ciel. Et dans bien des cas, les portions de ciel sont très importantes. Il y a certaines caméras, par exemple, qui sont installées sur le pont Champlain ou sur le pont Jacques-Cartier à Montréal, où presque 50% de l'image est une portion de ciel. Et malgré la multiplication de tous ces yeux-là qui nous surveillent de partout, on pourrait presque crier à Big Brothers, on se dit, c'est curieux, hein? Il n'y a pas plus de bonnes images d'OVNI. On a même l'impression que des années 50, on en avait des meilleures. Là, c'est tout le temps un petit point dans le ciel, lointain, flou. Jamais rien qui nous dit, tiens, ça a vraiment l'air de vaisseau spatial extraterrestre ou quelque chose de complètement fantastique. Non, il y a tout le temps une petite affaire éloignée, floue, pas très claire. Mm-hmm. Donc, c'est un fait. Malgré la multiplication des systèmes vidéo, caméra, le fait est le suivant. Il n'y a pas plus de belles images d'OVNI en 2020 qu'il y en avait en 1970. Ça, c'est un fait. Et quand je dis je veux pas qu'on fasse un débat, c'est parce que tout se justifie. C'est-à-dire que si tu es un sceptique, tu vas dire, s'il n'y a pas de meilleures photos ou de meilleures images d'OVNI, c'est parce que les OVNI n'existent pas. Et d'un autre côté, si tu es un croyant, tu peux dire, c'est parce que les ovnis sont équipés d'un système de floutage, puis qui détecte le témoin photographe, puis qui décide que la photo qu'il va prendre va être floue. Tu comprends? Ça peut paraître absurde, mais c'est pour te montrer que tout se justifie. Fait que je veux pas me lancer dans un débat, pourquoi X a fait ça, ou... Non, je vais simplement, ce soir, on se fait simplement une gymnastique entre nous. Je vais présenter une histoire. Je vais te la raconter telle qu'elle est rapportée dans la littérature et ensuite, je vais te parler de l'investigation qui a été faite et les points faibles que, dans bien des cas, on a essayé de nous passer sous silence parce qu'il y en a des points faibles. L'histoire que j'ai choisie ce soir, puis je ne l'ai pas choisie comme ça par hasard, il y en aurait plus 1000 que j'aurais pu prendre, mais on est le 9 octobre. Or, dimanche, 11 octobre, ça va marquer le 47e anniversaire d'un événement qui a marqué l'histoire des ovnis dans les années 70 et dont on parle encore aujourd'hui. Les férus d'ovnis connaissent bien cette histoire-là. C'est l'histoire de 2 pêcheurs qui se trouvaient à Pascagoula, au Mississippi. On est le 11 octobre 1973 et ils vont raconter avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc, c'est l'histoire qu'on va se raconter, et cette histoire-là s'est retrouvée partout, a eu une énorme couverture médiatique. Il y a eu véritablement un cirque médiatique autour de cette histoire-là. L'un des 2 pêcheurs s'est retrouvé même à la télévision nationale. C'est un type qui était pas trop, en fait, qui était pas trop rechigneux pour ce qui est des médias. Donc, il multipliait les entrevues, on le levait à la télévision nationale. Il y a des ouvrages qui ont été écrits sur cette histoire-là, et je pense qu'à peu près tous les livres américains, particulièrement les livres
écrits par des auteurs américains qui ont couvert des histoires d'enlèvement extraterrestre, consacrent toujours quelques pages à cette histoire de l'enlèvement de Pascagoula. Donc, comme il y avait cette date anniversaire qui tombait à pic, je me suis dit, tiens, pourquoi, dans toutes les histoires d'ovnis ou de fantômes que j'aurais pu prendre, j'ai dit, tiens, je vais choisir celle-là. Donc, c'est l'exercice qu'on se fait ce soir. Je raconte l'histoire de Pascagoula, et ensuite, on regarde ensemble les points forts et les points faibles. Et comme ça, les gens vont entrer un peu dans ma tête. Et en même temps, j'ose espérer qu'en faisant ça, le message va mieux passer. Non, je ne suis pas de ceux qui disent que tout s'explique. Non, c'est faux. Il y a des phénomènes mystérieux qui se produisent pour lesquels on n'a pas d'explication rationnelle, qui nous forcent jamais à accepter une seule explication, une seule hypothèse, que ce soit les extraterrestres ou les revenants, mais il y a des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication. Et aujourd'hui, on va prêcher par la démonstration. Aujourd'hui, on va lâcher la théorie, puis on va passer à la pratique avec cette histoire de Pascagoula. Donc ça sera en deuxième partie d'émission. Parfait. Je veux juste revenir sur ton point, puis avec l'individu qui t'a écrit. Puis merci en passant de nous envoyer vos commentaires sur notre page absolument, Facebook. Parce que tu vois, ce commentaire-là, au début, je l'ai pris un peu de manière négative. Tu sais, le gars, bon, OK, si tu veux croire au Père Noël, va écouter le Père Noël. Mais en même temps, tu vois, ce commentaire-là m'amène à une réflexion. Oui, puis c'est très intelligent de ta part. Oui, et je me suis dit, OK, mais pourquoi les gens croient que j'ai toujours un discours négatif, ce qui n'est pas mon cas? OK, mais... je vais tenter une explication, OK? Je me suis aperçu avec cette émission-là que les gens préfèrent le divertissement à la vérité. On a parlé des ancêtres, nos ancêtres les extraterrestres. On a parlé de Oak Island. Les gens étaient extrêmement déçus du fait que les choses auxquelles ils croyaient, tu les as démystifiées. Puis ils se sont sentis peut-être un peu honteux d'avoir cru à ça pendant des années et des années et des années. Puis parfois, quand on se fait expliquer quelque chose, puis on se sent un peu honteux, on peut en vouloir à la personne qui nous a fait sentir ce genre de sentiment-là, qui est vraiment pas agréable. Mm-hmm. Les gens ont été déçus, un petit peu de honte d'avoir cru à ça. Puis là, j'ai l'impression des fois que ça peut se virer contre toi. Mais le point est que les gens préfèrent le divertissement à la vérité. Les gens aiment avoir des frissons plutôt que des déceptions. Mm-hmm. Et c'est l'impression que ça me donne, tout simplement. Puis l'individu, il t'a juste fait part du fait qu'il est extrêmement déçu parce que ce à quoi il croit depuis des années et des années, tu les as démystifiés. Puis ça y a fait quoi? Ouais. Mais tu vois, Yannick, il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont tout à fait vraies et que j'ai peut-être tendance à trop minimiser. Dans un premier temps, il faut quand même le dire que les gens aient cru à des choses et qu'à un moment donné, ils se font dire « Ah, ça, finalement, c'était peut-être pas tout à fait vrai ». Je suis dans une position privilégiée. Il faut le dire, là. J'ai cru, moi aussi, là, aux ancêtres, nos ancêtres, les extraterrestres, puis tout ça. J'ai cru à ça. Il faut pas avoir honte de ça. Parce que ça demande énormément de travail que d'aller derrière ces histoires-là. Parce que la plupart des gens, moi, là, j'étais pareil comme ces gens-là. Comment tu peux le savoir, Yannick? Comment tu peux vérifier ça? C'est très difficile. Tu sais, comme la plupart des gens, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, quelles étaient mes sources d'informations? Mes sources d'informations à l'époque, c'était les journaux, c'était les livres. Puis de temps en temps, à la télévision, il y avait une émission qui nous parlait de ces sujets-là. Je me rappelle, dans les années 70, une saison avec Jacques Lebrun, Les chemins de l'inconnu à TVA, ou de temps en temps, Droit de parole avec Claire Lamarche. Jacques Lebrun, c'était pas le prof Lebrun? Oui, le prof Lebrun. Il a fait une saison d'une émission qui s'appelait Les chemins de l'inconnu à Télémétropole. Bon, puis là, de temps en temps, tu avais des émissions genre Claire Lamarche, Droit de parole. Oh, ce soir, on fait une émission spéciale sur les expériences de mort imminente. Oh, tabarnouche! C'était littéralement des accidents dans le paysage télévisuel, tu vois. Et à part de ces émissions de télé, il y avait quelques séries américaines. Je me rappelle à la fin des années 80, en fait, je pense en 87 ou 88 que ça a débuté, la série américaine Unsolved Mysteries. Dans les années 70, il y avait une série qui s'appelait In Search of, qui était animée par Leonard Nimoy. Mais c'était des séries anglophones et il fallait attendre les années 90 ici au Québec pour avoir une version française de Dossier mystère. Donc, ça restait sur le plan francophone, on avait peu de sources d'informations. Dans les années 70 puis les années 80, Yannick, c'est triste à dire, puis je veux pas être méchant, là,
Mais au Québec, là, si tu voulais entendre parler là, de mysticisme, d'ésotérisme, de paranormal, de soucoupe volante, ben, tu devais écouter Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Christian, je tiens à te dire que c'était une émission qui était très bien montée. Absolument. Et il faut pas se le cacher, Richard Glenn, hein, ça a fait vendre du câble, ça, au Québec. Et il y a des gens qui s'abonnaient à Vidéotron, hein, pour la nommer, parce qu'ils voulaient avoir le canal 9 de la télé communautaire où il y avait Ésotérisme expérimental. C'était à peu près la seule plateforme au Québec où on pouvait entendre parler de tous ces sujets-là. Certains étaient, soyons honnêtes, certains de ces invités à Richard Glenn étaient des gens complètement déjantés, mais au cours de ces émissions, il a reçu des gens qui ont parlé de manière excessivement posée et de manière très intelligente de ces sujets-là sur le paranormal. Bref, c'était à peu près notre seule source que l'on avait. Les livres, les magazines, les journaux, de temps en temps, des émissions sporadiques à la télé, et puis un peu plus tardivement va arriver Internet qui va nous permettre d'avoir de l'information. Mais le problème de l'Internet, c'est que le meilleur côtoie souvent le pire, et si tu n'as pas une formation spécifique, ben, comment tu peux savoir que ta source A est meilleure que ta source B? Tu comprends? Donc, c'est que là, on est vraiment dans un domaine du biais de confirmation. Moi, je veux croire que les extraterrestres nous visitent, et là, j'ai une source sur Internet A qui me dit que les extraterrestres n'existent pas, et j'ai une source B qui me dit que les extraterrestres existent. Ben, on est tous des humains, hein? On va aller vers la source qui vient confirmer nos croyances. C'est normal, on est comme ça. J'ai une situation, je me suis retrouvé dans une situation excessivement privilégiée. C'est pour ça que les gens qui croient ou qui ont cru à ces sujets-là ne doivent pas avoir honte. Parce que la situation privilégiée dans laquelle je me suis trouvé, elle débute en 2003, lorsque le réseau de télévision, une maison de production à Montréal, me dit « Voilà, Christian, on va faire une première série sur les ovnis, qui va s'appeler « Enquête sur les ovnis ». Et avec cette série-là, l'idée, le concept, c'est on a un journaliste qui s'en va comme ça à travers le monde enquêter sur des histoires d'ovnis. OK. Et on me dit, toi, t'es journaliste, et comme tu connais bien le sujet, ben, on a pressenti que ça pourrait être toi, le journaliste, qui va comme ça se lancer à bourlinguer à travers le monde, enquêter sur les ovnis. Ça, c'est une situation privilégiée que les gens à la maison n'ont pas. Et j'en suis parfaitement conscient. Je me suis donc retrouvé comme ça, à me promener partout sur la planète, à enquêter dans les coulisses des ovnis. Et là, j'ai découvert un monde en particulier les ovnis. Après ça, je l'ai refait avec Dossier mystère, Force obscure, donc on en a fait d'autres. Mais ça a été la première série. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en coulisses, les choses sont jamais exactement comme on nous les raconte à la télé ou comme on les raconte dans les livres. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui essaie de tirer un peu la couverte de son bord. T'sais. Et cette situation-là m'a amené à avoir une réflexion différente sur ces sujets-là. Mais si je n'avais pas vécu cette expérience-là, si je m'étais pas retrouvé comme ça, le journaliste, l'enquêteur du paranormal, ben, je serais comme tout le monde. Je veux dire, j'écouterais la télé, j'irais sur Internet, j'essaierais de me faire une idée. Mais malheureusement, comme tu le dis, il y a cet aspect, les médias, hein, que ce soit Canal D, que ce soit Historia ou d'autres réseaux, ces gens-là, leur premier objectif, je dis pas qu'ils négligent l'information, mais le premier objectif n'est pas l'information. Le premier objectif, c'est le divertissement. Et à deux mots, ben, on choisit le moindre. Hein? Est-ce que je vais éliminer le divertissement pour l'aspect pédagogique ou l'aspect pédagogique pour le divertissement? Crois-moi qu'on va favoriser le divertissement. C'est ça qui compte. Hein? On veut, ce que les réseaux veulent, c'est que les gens soient scotchés devant leur écran de télé puis qu'on change pas de poste. Donc, soyons clairs là-dessus. Mais dans un deuxième temps, tu as tout à fait raison. Peut-être le fait d'être là depuis 45 ans, j'ai un peu perdu l'ivresse du divertissement. Tu sais, quand ça fait 45 ans, des histoires d'ovnis, je l'ai entendu pas mal. Les histoires de fantômes, je l'ai entendu pas mal. De possession diabolique et tout le reste. J'ai peut-être perdu cette espèce d'envie du divertissement. Hein? Disons, je me fais moins bercer par le divertissement. Je suis plus maintenant au-delà du divertissement. Est-ce qu'on a une explication? Mais je comprends. Et c'est pour ça que je remercie cet auditeur qui m'a fait cette réflexion-là.
ça m'a ramené à me dire, mais c'est vrai que les gens à la maison, peut-être qu'ils ont, et tu as tout à fait raison, Yannick, en disant ça, peut-être que ces gens-là veulent aussi le divertissement. Pas nécessairement fermer la porte à l'explication ou fermer la porte à la réflexion, mais aussi se laisser baigner par le divertissement. Et c'est exactement ce que l'on va faire. Tu vois que cette histoire des extraterrestres de Pascagoula, c'est très divertissant. Fait qu'on va en parler. Mais je comprends tout ça. Et c'est pour ça que cette semaine, j'ai eu cette grosse réflexion-là de me dire, OK, est-ce que je devrais davantage favoriser cette envie de divertir sans nécessairement mentir aux gens. Parce que je vous le dis, je vous dirai pas que le Père Noël existe. Si vous voulez croire que le Père Noël existe, c'est sûr qu'il y a d'autres stations qui vont se faire un plaisir de vous dire ça. Moi, je ne le ferai pas. Mais en revanche, sans vous mentir, on peut quand même s'amuser et se divertir. Et c'est ce soir, c'est notre capsule numéro 1 de divertissement et d'information avec l'enlèvement de Pascagoula. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. 18h41, on vous invite à vous joindre à notre page Facebook Radio X Files. Christian, ce soir, on parle de l'affaire Pascagoula. Oui, écoute, j'ai bien expliqué quelles étaient nos motivations ce soir pour présenter cette espèce de capsule d'abord narrative de l'histoire et après on va la décanter, regarder les points forts, les points faibles. Et pourquoi j'ai choisi cette histoire-là? Parce que l'événement s'est produit le 11 octobre 1973, donc dimanche, il y aura 47 ans que cette histoire-là s'est produite. J'ai pris une histoire d'OVNI, j'aurais pu en prendre une histoire de fantôme, une histoire de possession, peu importe, une histoire mystérieuse, une énigme de l'histoire. Ce que l'on fera, certainement dans les prochaines semaines, les prochains mois, si les gens aiment cette formule-là que je leur propose, donc de choisir de temps en temps une histoire qui a marqué le paranormal et essayer de la décanter pour voir, en fait, pour essayer d'appuyer un peu mon propos en disant, oui, il y a des événements qui sont mystérieux, a priori inexplicables, mais l'affaire parfaite, là, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque part un talon d'Achille, ce qui n'oblige, puis je sais que je me répète, mais le fait qu'il y a un talon d'Achille ne veut pas dire que l'histoire est fausse, puis elle ne veut pas dire qu'elle est vraie pour autant. C'est simplement qu'il y a toujours des histoires, des éléments faibles, quelles que soient les investigations, et on doit en tenir compte si on veut faire un bon travail de journaliste. Si on veut faire un bon travail d'enquêteur, on doit tenir compte de ces éléments. Donc ce soir, notre histoire, donc les gens qui nous écoutent, prenez-vous un petit verre de vin, tamisez un peu les lumières pour les 12-13 prochaines minutes. Je vous ramène en 1973 avec l'étrange histoire de l'enlèvement extraterrestre de Pascagoula au Mississippi. Nous sommes à l'automne 1973 à Pascagoula, au Mississippi, une ville côtière située sur le golfe du Mexique. À cette époque, les ovnis font l'objet d'un intérêt national. Depuis le début de l'automne, les observations ont grimpé en flèche, et ce d'un bout à l'autre des États-Unis. Les ufologues, qui se définissent comme les experts des ovnis, parlent ouvertement de vagues d'observations comme celle de 1947 ou de 1952, lesquelles avaient été marquées par une explosion d'apparitions à travers tout le pays. L'année 1973 est elle aussi à marquer d'une pierre blanche. Le jeudi 11 octobre, Charles Hickson, 42 ans, et Calvin Parker, 19 ans, deux employés d'un chantier naval, se rendent sur les docks situés à l'entrée de la rivière Pascagoula. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. En fait, le lien qui unit Charles Hickson au jeune Calvin Parker est presque une relation père-fils. Il faut dire que les Hickson et les Parker se connaissent depuis très longtemps. Au milieu des années 1960, les deux familles étaient pratiquement voisines. Leurs enfants jouaient ensemble et les parents se donnaient à des activités communautaires. Mais la véritable passion de Charles Hickson et de Calvin Parker Sr., le père du jeune Calvin, était la pêche. Chez les Parker, cet intérêt s'est transmis de génération en génération. En 1973, le jeune Calvin Parker s'est retrouvé sans emploi. Il s'est confié à Charles Hickson qui a aussitôt proposé au jeune homme de venir s'installer chez lui,
à Gautier, une banlieue située à l'ouest de Pascagoula. Il s'est même engagé à lui dénicher un boulot à la G. Walker's Shipbuilders Company, ce qu'il a fait. Ce 11 octobre donc, en fin de journée, au sortir du travail, les deux hommes s'entendent pour aller taquiner le poisson. Ils retournent chez Charles Hickson pour se restaurer, se doucher et prendre leur attirail de pêche. Vers 18 heures, à bord de la Rambler Hornet 1973 de Calvin Parker, les hommes arrivent dans un chantier naval désaffecté. Des installations situées presque en dessous de l'autoroute 90 qui enjambe la rivière Pascagoula. Le complexe est fermé et abandonné depuis plusieurs mois déjà. Malheureusement, les gens viennent y jeter leurs ordures, transformant peu à peu le site en dépotoir municipal. Hickson et Parker roulent donc sur le chemin de terre menant aux anciens hangars et s'arrêtent à une vingtaine de mètres des quais. L'endroit est désert et silencieux. Seul le bruit de la circulation de l'autoroute qui surplombe le terrain brise la quiétude des lieux. Après avoir essayé quelques sites, les pêcheurs se retrouvent près d'un ancien silo de déchargement. Lorsque le chantier était en activité, cette installation servait à la manipulation des sacs de grains. Il n'était pas rare que des poches éventrées déversent leur contenu dans l'eau, d'où la présence occasionnelle de bancs de poissons. Quelque part, entre 20h et 21h, les deux hommes entendent une modulation. Ils se retournent simultanément et observent en même temps deux lumières bleues qui s'approchent du chantier. En fait, cet objet se trouve derrière la voiture de Parker, laissée sur le chemin, à quelques 30 mètres derrière eux. Ils pensent d'abord à une voiture de police s'avançant tout gyrophare allumé. Peut-être les agents les suspectent-ils d'être des pollueurs clandestins. Peut-être veulent-ils les informer que l'accès des lieux est interdit. Puis, en y regardant de plus près, Hickson et Parker comprennent qu'ils n'ont pas affaire à une voiture de police. Les lumières ne tournent pas. Elles ressemblent davantage à des fenêtres extrêmement brillantes. Les hommes peuvent même distinguer, derrière ces lumières, une grande forme semblable à un ballon de football. L'engin fait 2 mètres de haut pour 8 ou 9 mètres de large. L'une des pointes semble plus effilée et l'aéronef paraît surmonté d'une coupole basse. Les pêcheurs n'ont jamais rien vu de semblable. L'OVNI s'avance au-dessus du sol. Il s'immobilise à moins de 40 mètres des deux hommes. Le véhicule ne repose pas directement sur le sol, mais flotte à 1 mètre d'altitude. Soudain, une porte s'ouvre sur le côté. Il s'en dégage une lumière brillante, si vive que les pêcheurs en sont aveuglés. Calvin Parker dira plus tard, c'était comme regarder directement un arc de soudure. Dans cette brillante lumière, qui éclaire tout l'environnement, Hickson et Parker voient apparaître 3 créatures. Elles mesurent environ 1,50 m de haut et semblent sorties tout droit d'un cauchemar à la Stephen King. Charles Hickson les décrira plus tard. Leurs têtes semblaient directement posées sur leurs épaules. Elles n'avaient pas de cou. À la place du nez, elles avaient une espèce d'appendice pointu, comme un glaçon. De chaque côté de leur tête, à la place des oreilles, elles avaient aussi ces mêmes formes pointues. Directement sous le nez, elles avaient une fente qui devait être leur bouche. Leurs bras étaient d'apparence humaine, quoique légèrement plus longs. Leurs mains, bon Dieu, leurs mains, on aurait dit des mitaines ou des pinces comme celles des homards. Leurs jambes étaient collées et leurs pieds se terminaient par des renflements, comme des pattes d'éléphant. Le corps était plissé, de la tête aux pieds, et la couleur de leur peau paraissait grise. Ils avaient peut-être des yeux, mais leur peau était si plissée au niveau du visage que je n'en ai pas vu.
Ces créatures flottent elles aussi à 1 mètre au-dessus du sol. Soudain, elles foncent sur les 2 pêcheurs paralysés par la peur. Elles entourent bientôt Charles Hickson et une 3e se dirige vers le jeune Calvin Parker et le saisit par le bras. C'en est trop. Le jeune homme s'évanouit au contact de la créature. Hickson et Parker sont alors soulevés de terre et flottant comme leurs ravisseurs, ils sont amenés dans l'engin inconnu. Tout l'intérieur baigne d'une lumière si brillante que Hickson, qui demeure parfaitement conscient, n'arrive pas à distinguer le moindre détail. Les créatures le conduisent dans une pièce visiblement isolée de Calvin Parker, où elles le placent au milieu, puis se retirent. Hickson a l'impression d'être à la fois paralysé et dans un état d'apesanteur. Il est un moment à la verticale, puis bascule légèrement jusqu'à un angle de 45 degrés, et enfin revient en position verticale. Pendant ce temps, un objet semblable à un œil de la taille d'un ballon de football, sorti apparemment du mur, tourne autour de lui. Hickson a clairement l'impression qu'il s'agit d'un appareil servant à l'analyser ou à l'ausculter. Puis, les créatures réapparaissent devant lui. Elles l'empoignent de nouveau et le ramènent, toujours en flottant, au-dessus de la jetée où lui et Parker pêchaient un peu plus tôt. Lorsque les créatures le relâchent, Hickson sent ses jambes se dérober sous lui. Il s'affaisse de tout son long. Lorsqu'il relève la tête, il voit le jeune Parker debout à quelques mètres. Le jeune homme a les yeux hagards et tient ses bras bien droits, presque catatoniques. Il est visiblement en état de choc. Rapidement, Hickson retrouve l'usage de ses membres et se précipite au secours de son ami. Lorsqu'il regarde de nouveau en direction de l'objet, la porte s'est refermée et les créatures ont disparu. L'engin remonte dans le ciel rapidement en émettant ce bourdonnement entendu plus tôt. Il faut plusieurs minutes avant que les hommes retrouvent leurs esprits. Pendant un moment, ils se demandent s'ils doivent ou non informer les autorités de leur expérience. Parker est plutôt réticent, alors que Hickson y voit un besoin presque patriotique. Il a participé à la guerre de Corée et considère cette expérience comme une agression, voire une forme d'invasion ennemie. Les 2 hommes décident de se remettre en route. En approchant de la voiture, ils notent que la vitre faisant face à l'endroit où se tenait l'OVNI, celle du côté passager, sont craquées, mais toujours en place. Lorsque Charles Hickson ouvre la portière, toute la vitre se brise en 1000 morceaux, comme si elle avait été soumise à une force inconnue ou à une chaleur infernale. Pendant un moment, les hommes roulent dans les rues de Pascagoula, sans destination précise. Faut-il en parler ou non? Hickson demande à s'arrêter à un téléphone public, d'où il contacte la base militaire de Kessler à Biloxi, à 30 minutes de route à l'ouest de Pascagoula. À l'autre bout du fil, une préposée lui dit que l'armée de l'air ne s'intéresse plus aux histoires d'OVNI depuis 1969 et que s'ils souhaitent rapporter une observation, ils doivent la signaler au bureau des autorités locales. Les 2 hommes reprennent la route. Ils s'arrêtent bientôt devant l'édifice du Mississippi Press Building. Comme ni l'un ni l'autre ne portent de montre, ils veulent savoir l'heure exacte, et Hickson se rappelle qu'il y a dans le hall une grosse horloge. Mais à cette heure tardive, les lieux sont déserts et les portes closes. Un peu déstabilisés, les 2 hommes se rendent dans un bar du quartier où ils prennent quelques consommations. Ils sont toujours incertains de ce qu'ils doivent faire. Vers 22h30, ils téléphonent au bureau du shérif. L'enlèvement de Pascagoula est à la veille de connaître un retentissement international. Si pour beaucoup d'ufologues, cette histoire est toujours considérée comme l'une des affaires les plus crédibles en matière d'enlèvement extraterrestre, cet enthousiasme ne fait pas l'unanimité. Loin de là.
L'enlèvement de Pascagoula. Ouais, donc là, tu connais un peu les faits. Ouais. Donc, on a nos deux pêcheurs, cet engin arrive, enlève nos deux bonhommes, les ramène sur la jetée, l'objet s'éloigne. Donc, ensuite, ils vont d'abord contacter l'armée, ils vont ensuite, après cette histoire, ils vont dans un bar, prendre quelques consommations, et puis finalement, vers 10h30, ils vont contacter le bureau du shérif, et là, on leur dit, présentez-vous, et puis on va écouter votre truc. Donc, Hickson et Parker se retrouvent entre 10h30, 22h30 et 23h, qui se retrouvent donc au bureau du shérif. Le shérif Fred Diamond est là, il y a quelques assistants qui sont autour de lui, et donc ils racontent leur histoire. Il faut dire qu'à ce moment-là, le jeune Calvin Parker, lui, répète toujours un peu la même chose. Hein. J'ai vu les créatures arriver, et puis j'ai perdu conscience. Donc, il n'y a pas un souvenir très étoffé de ce qui s'est produit. C'est surtout Charles Hickson qui raconte l'histoire. Et Hickson, à ce moment-là, il faut dire que quand les deux hommes se présentent également au bureau du shérif, le shérif Diamond constate effectivement que les deux hommes ont une haleine qui sent l'alcool. Donc, on leur passe un test d'alcoolémie, et ces gens-là certes, ils ont consommé un peu d'alcool, mais ils ne sont pas ivres. Et ce que le shérif Diamond constate, c'est qu'effectivement, les deux hommes sont visiblement en état de choc. Et là, le jeune Parker est presque paralysé par l'événement, alors que Charles Hickson est très volubile, il raconte l'histoire, et il insiste en particulier pour dire qu'il ne veut pas que cette histoire-là s'ébruite, il veut pas que la presse s'empare de ça. Bon, là déjà, on a un premier élément qui nous amène, en tout cas moi comme enquêteur, qui me dit tiens, il y a quand même un truc qui est un peu bizarre là-dedans. Parce que dans leur manœuvre, ils ont avoué qu'immédiatement après l'incident sur le quai, Charles Hickson a dit « on s'est arrêté au bureau de la presse, au bureau du journal local ». Et il va prétendre par la suite, il dit « c'est parce que dans ce bureau-là, dans le hall d'entrée, il y avait une horloge ». Mais c'est quand même curieux parce que si tu es dans une ville, je pense que il doit y avoir bien d'autres façons de savoir quelle heure il est. Oui. Que d'arrêter au bureau de la presse locale pour aller voir dans le hall. Tu comprends? Je veux dire, il aurait pu arrêter un passant sur la rue et dire « avez-vous l'heure? » Puis là, il a dit « gars, il est 22 heures. » Pourquoi cette volonté d'aller vers le bureau de la presse et ensuite aller dire au shérif « on veut absolument pas que cette histoire s'ébruite ». Ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est un élément qui, comme enquêteur, moi je me suis dit « tiens, c'est quand même curieux cet élément-là ». Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, alors qu'ils discutent, et c'est peut-être un des éléments, là on parlait, je viens de t'évoquer un point faible, il y a un point fort qui arrive, c'est qu'à un moment donné, le shérif Diamond, comme il voit que les deux hommes sont très agités, il dit, écoutez, je vais aller consulter à l'extérieur mes collègues, il dit, je vais donner un coup de téléphone aux autorités, peut-être de la base militaire. Bref, il laisse Hickson et Parker seuls dans son bureau. Et à leur insu, il a enclenché un magnétophone. Et il va enregistrer pendant 5 minutes les conversations qui se tiennent à leur insu entre Charles Hickson et Calvin Parker. Je t'en fais entendre un petit bout. Je le dis tout de suite aux gens, c'est la technologie des années 70. Mais c'est rien que pour dire qu'on l'a, ce ruban-là. Donc, voici un peu à quoi ressemble ce que les amateurs d'avenir vont appeler le secret tape, l'enregistrement secret. Donc, voici un extrait de cet enregistrement secret. Je t'avoue que la qualité de l'extrait ne sort pas super bien à la radio, Christian. OK. Mais ce qui est important, c'est que cet enregistrement, il existe et on entend, par exemple, parce que le shérif Diamond, en laissant les deux hommes seuls, il s'attend à ce que, tu comprends, si c'est un canular,
on s'attend à ce que Charles Dixon va dire à Parker, écoute, laisse-moi parler, ou on va ajuster notre histoire. Et c'est pas ça qui se passe. Durant les 5 minutes, là, c'est pour un peu décanter ce qu'on a sur l'extrait qu'on a entendu. On entend, Dixon qui arrête pas, Parker qui dit, je sais pas quoi faire, tu sais, j'étais comme un peu abasourdi par cette histoire-là. Et là, Charles Dixon qui dit, Jesus Christ, il dit, tu sais, moi, parce que c'est un ancien vétéran de la guerre de Corée, il dit, j'ai vu l'horreur, hein, j'ai vu l'enfer sur Terre, mais je me serais jamais attendu à voir un truc comme celui-là. Donc, on n'a pas, quand tu écoutes le témoignage de ces 2 hommes qui sont enregistrés à leur insu, il y a à aucun moment dans cet enregistrement-là, il y a quoi que ce soit qui laisse croire qu'ils ont monté de toutes pièces cette histoire-là. Ils sont visiblement effrayés et ils racontent quelque chose qu'ils croient être la vérité, hein, ce qu'ils croient avoir vécu. Cet enregistrement secret, on va y revenir parce qu'il y a un autre petit extrait un peu plus loin qui est très très important, mais dans cet enregistrement va finir par convaincre, en fait c'est la pièce maîtresse qui va convaincre le shérif Diamond que ces 2 hommes-là disent la vérité, ou à tout le moins qu'ils disent ce qu'ils croient être la réalité, ce qu'ils croient avoir vécu. Donc, après cette communication dans le bureau du shérif, les 2 hommes retournent chez eux. Le lendemain, donc on est le vendredi, Dixon et Parker reprennent le boulot. Hein, ils travaillent dans un chantier naval qui donne sur la rivière Pascagoula, qui est pas le même chantier où l'incident s'est produit. Là, c'est un chantier un peu plus au nord, donc ils reprennent le travail. Mais là, rapidement, on ne sait pas comment, mais il y a visiblement eu une fuite dans les médias. Et là, il y a plein de gens qui téléphonent au chantier naval. On veut parler à Charles Dixon. On veut parler à Calvin Parker. Il y a même aussi le shérif qui rappelle les 2 hommes en disant, si vous avez une chance de venir au bureau, j'aurai un supplément d'informations, j'aurai plus de questions à vous poser. Donc, il y a une espèce de cirque médiatique. Ça commence prudemment, mais il y a quand même une espèce de cirque médiatique qui se met en place. Et tout ça nous vient d'une fuite qu'on ne sait pas où. Est-ce que c'est le bureau du shérif qui a fuité ça aux journaux locaux, à la presse? On l'ignore. Mais néanmoins, ce même jour, ce vendredi, lorsqu'il retourne au bureau du shérif, Charles Dixon est assez préoccupé et il dit au shérif, j'ai peur qu'à l'intérieur de cet ovni, j'ai été contaminé. Peut-être qu'il y avait de la radiation et il est visiblement préoccupé par ça. Or, éventuellement, le shérif va prendre rendez-vous avec, on commence par se demander, est-ce qu'on peut faire des tests au bureau du shérif pour voir si ces gens-là sont contaminés? On appelle quelques institutions locales et finalement, l'endroit où on peut les tester pour de la radiation le plus proche, c'est la base militaire de Biloxi, la base militaire de la US Air Force, qui se trouve à Biloxi, qui est à peut-être une trentaine de minutes à l'ouest de Pascagoula. Donc, on se rend sur place, on est toujours ce vendredi. Les militaires, donc, vont accueillir nos 2 bonhommes avec le shérif, tout ça, et les 2 hommes seront vérifiés pour voir s'il y a ce fameux effet de radioactivité, ce qu'il n'y a pas. Donc, les 2 hommes, visiblement, s'ils ont été dans un environnement particulier, n'en ont pas gardé des séquelles. Ce même jour, donc ce vendredi, la presse commence à parler de cette histoire-là. Et là, on constate que ce jour-là, il n'y a pas eu d'autres témoins. Et ça, c'est le 2e élément qui clique. Si on est un enquêteur, on se dit, tiens, c'est quand même curieux. Parce que moi, j'y suis allé à cet endroit-là, Yannick, et je peux te dire que l'autoroute 90, là, il est pratiquement au-dessus de l'endroit où nos 2 bonhommes disent avoir été enlevés. Or, il n'y a pas d'autres témoignages. Et c'est vrai que des amateurs d'OVNI ont dit « Oui, mais si tu circules sur l'autoroute, tu ne vois pas bien en contrebas ce qui pourrait se passer. » Puis c'est tout à fait vrai. Je veux dire, si les gens qui nous écoutent à Québec, si vous prenez le pont Pierre-Laporte, quand vous êtes sur le pont, vous voyez pas ce qu'il y a en dessous du pont. C'est tout à fait vrai. Mais néanmoins, l'endroit où l'événement se serait produit, il est quand même visible pendant quelques secondes au sortir du pont, parce que c'est l'autoroute 90 enjambe la rivière Pascagoula. Donc, au sortir de ce pont, il y avait quelques secondes qui donnaient, dépendamment si tu venais de l'est ou de l'ouest, il y a quelques secondes qui donnaient sur le chantier où l'incident se serait produit, ou à l'entrée, si tu venais dans l'autre direction. Là aussi, il y avait quelques secondes où tu avais une vue ouverte sur l'endroit où les 2 hommes racontent avoir été enlevés. Or, il n'y a aucun témoin qui est venu dire « j'ai vu quelque chose là ». Et cet objet, il a
cet objet a dû arriver par quelque part. Donc, Hickson, parce que bon, il faut toujours se rappeler que Parker dit à ce moment-là, je me rappelle de rien. Donc, Hickson dit, l'événement à l'intérieur de l'OVNI a duré entre 20 ou 30 minutes. Donc, on a une machine volante qui, on va le voir également parce que Hickson, au cours des entrevues, va changer un peu la taille de l'objet. Dans un premier temps, il va dire l'objet mesurait à peu près 8 mètres de large. Ensuite, il va dire l'engin mesurait à peu près 12 mètres de large. Puis à la fin, il est rendu avec un objet qui mesure 18-19 mètres de large. Donc, l'objet grossit de version en version. Mais néanmoins, on parle d'un objet relativement volumineux qui a dû arriver et qui a dû repartir à un moment donné. Donc, les gens qui circulent sur l'autoroute 90, imaginons, là, vous êtes à Québec, là, que des gens arrivent par l'autoroute 40, là, puis là, ils disent, il y a une machine qui s'est posée aux côtés de l'autoroute, puis il est reparti. Avec la lumière. Il y a la lumière qui était très brillante. Quand la porte s'ouvre, par exemple, les deux hommes disent, c'était comme regarder un arc de soudure électrique, ça éclairait tout l'environnement. Personne n'a rien vu. On l'a pas vu arriver, on l'a pas vu partir. Et là, tu vois, la façon dont les ufologues ont de détourner la vérité, c'est qu'ils vont dire, mais c'est faux, il existe d'autres témoins. Mais ces autres témoins, c'est tout à fait vrai. Ils vont se manifester très longtemps après les faits. Donc, ils vont se produire, il y a dans les semaines, les mois qui vont suivre cet événement-là, alors que toute la presse en parle. Là, des gens vont dire, ouais, je me rappelle, mi-octobre, je circulais sur l'autoroute, je me rappelle avoir vu quelque chose. Et même dans certains cas, il y a des témoins qui vont se faire connaître 40 ans après les événements. Mais ça vaut rien. Ça, c'est un peu comme n'importe quelle situation. Si tu parles à des policiers, ils vont dire, ouais, mais tu sais, si tu rends public, par exemple, qu'il y a eu des meurtres ou il y a eu un attentat, t'es sûr qu'au fil du temps, il y a des gens qui vont sortir puis qui vont dire qu'ils ont été les témoins. Comme il y a des gens qui se sont réclamés être les Jack l'Éventreur ou se sont réclamés à avoir commis tel ou tel crime alors qu'on sait que c'est pas eux. Il y a des gens qui vont raconter des histoires uniquement pour faire partie de l'histoire. Ils ont besoin d'attirer l'attention. Ça se peut que leur témoignage soit authentique, mais il faut être très prudent. Une chose est certaine. Si des gens, ce soir-là, le soir du 11 octobre 1973, s'il y a des gens qui circulaient sur l'autoroute 90 et qui ont vu une machine volante arriver et en repartir, aucun d'entre eux ne jugeait bon ce soir-là de communiquer cette observation-là aux autorités. Ni aux autorités municipales, ni aux services de la base militaire de Biloxi qui se trouve à proximité. Le seul témoignage que l'on a à propos de cet événement-là pour la nuit en question, c'est celui de Charles Hickson et de Calvin Parker. Donc ça, évidemment, ça nous amène à une réflexion. Oh, c'est quand même curieux. Ça ne veut pas dire que l'histoire n'est pas vraie. On précise bien. Ça veut pas dire... Mais... si on est un enquêteur, on doit quand même se poser la question, c'est quand même curieux que les témoins qui sont venus confirmer cette histoire-là par la bande, comme le disent les ufologues, les ufologues omettent de nous dire que ces témoignages-là ont été colligés dans les mois, voire les années qui ont suivi l'événement, et non pas au lendemain de l'événement lui-même. Lorsque l'événement est raconté dans la presse, il y a une espèce de, je l'ai mentionné, il y a une espèce de cirque médiatique qui se fait autour de ça. On veut avoir de l'information. Et bien sûr, les gens qui s'intéressent aux ovnis sont les premiers qui vont prendre l'affaire en main. Et il y a une association qui s'appelle l'APRO, l'Aerial Phenomenon Research Organization, qui se trouve en Arizona, qui, elle, décide d'envoyer un de ses enquêteurs, le docteur James Harder. Donc, lui, James Harder prend l'avion et se rend directement à Pascagoula pour interroger nos deux bonhommes. Et il y a également le docteur Joseph Allen Hynek. Ça, c'est un personnage excessivement important dans l'histoire des ovnis aux États-Unis. Ce docteur Hynek a été de 1947 à 1969. Il était d'abord sur une base un peu sporadique, puis ensuite de façon plus soutenue. Il était le conseiller civil de l'armée de l'air américaine durant les grandes enquêtes sur les ovnis. Entre 1947 et 1969, l'armée de l'air américaine a tenu de manière presque ininterrompue 22 ans d'investigation sur les ovnis à travers 3 commissions qui ont changé. C'était à peu près la même commission, mais qui n'a que changé de nom en cours de route. D'abord le projet Sign, de 1947 à 1949. De 1949 à 1951, cette commission s'est appelée Projet Grudge. Et de 1952, donc après une interruption de quelques mois, elle reprend, si on peut dire, le travail entre 1952 et 1969 sous le nom de Projet Blue Book.
dont on a fait maintenant une série à la télévision que les gens peuvent suivre là, chaque semaine à l'antenne de Historia. Et autant dans la série à la télé que dans la réalité, le conseiller civil de l'armée de l'air américaine était ce fameux Dr. Joseph Hyland Hynek, qui était un astrophysicien à la Northwestern University au Michigan. Et donc, lorsque cette histoire de Pascagoula apparaît dans les médias, même si l'armée américaine ne s'intéresse plus officiellement à la question des ovnis, lui, Hynek, au sortir, lorsque l'armée a tiré la plug sur les commissions d'enquête américaines, lui, Hynek, est reparti avec son petit bonheur de son côté et a créé sa propre organisation de recherche sur les ovnis qui s'est appelée le CUFOS, le Center for UFO Study. Donc, lorsque l'affaire de Pascagoula en 1973 apparaît et est rapportée dans la presse, d'un côté, l'APRO envoie l'un de ses enquêteurs, le Dr. James Harder, et le Dr. Hynek, qui lui aussi apprend l'histoire, décide également de prendre l'avion et de se rendre à Pascagoula pour interroger nos deux bonhommes. Ce qu'ils font. Et durant cette... Donc, il les retrouve le lendemain, on est rendu le samedi, il les retrouve au chantier naval, les deux hommes sont amenés dans le bureau de leur patron, et là, il y a des policiers qui sont là, le shérif est là, et là, ils sont soumis un peu à un interrogatoire. Durant cet interrogatoire, le docteur James Harder va placer nos deux bonhommes sous hypnose, mais avec plus ou moins de succès. Et il faut dire que Parker n'a pas grand-chose à dire, donc lui il continue de dire « j'ai rien vu, je me rappelle de rien, je me rappelle de la machine qui est arrivée, de la porte qui est ouverte, puis des bonhommes, mais après ça je me rappelle plus de rien ». Et Charles Hickson raconte à peu près lui la même histoire. Il faut dire qu'à ce moment-là, les deux hommes craignent beaucoup l'hypnose. Quand on lui dit on va les mettre sous hypnose, les deux hommes ont une réticence. Ah ouais. Oui, parce que l'hypnose, et là il faut faire attention, parce que l'hypnose, on est en 1973, il y a une espèce d'aura de mystère autour de l'hypnose en 1973. Et il ne faut pas lancer la pierre au docteur James Harder, docteur d'ailleurs, puis ça c'est important de le préciser, qui n'est pas docteur en médecine, c'est un ingénieur. Mais aux États-Unis, dès qu'on a un doctorat, on utilise souvent le terme le docteur machin. Quand on parle du docteur Hynek, on dit le docteur Hynek. Mais en réalité, le docteur Hynek est un astrophysicien. Il n'est pas docteur. Ici au Québec et au Canada en général, l'expression docteur désigne généralement des gens qui sont dans le domaine de la médecine. Et les autres détenteurs de doctorat seront désignés après leur nom. On va mettre une série de de lettres, comme un PhD par exemple. Mais aux États-Unis, on prend ouvertement le titre de docteur. Donc, les ufologues insistent souvent pour nous dire « ils ont été auscultés par le docteur James Harder ». Mais James Harder n'est pas un docteur en médecine, il est docteur, il est un ingénieur, lui là. Mais également en 1970, dans les années 70, l'hypnose avait une espèce d'aura fantastique. On croyait que c'était une espèce de sérum de vérité, que là, sous hypnose, les gens disaient obligatoirement la vérité. Il y avait tout un truc autour de ça. Donc, on comprend que nos deux bonhommes, Hickson et Parker, ce sont des gens qui sont peu éduqués, là. Et quand on leur dit, on va vous placer sous hypnose, bien évidemment, on lui dit, c'est quoi ça, l'hypnose? Il y a une espèce de mystère là-dedans. Les deux hommes sont réticents, mais ils acceptent de se soumettre à l'hypnose. Et le docteur Harder les place, entre guillemets, en transe hypnotique, mais de façon très légère. Les deux hommes sont trop craintifs, beaucoup trop nerveux pour réussir à se relaxer de manière très profonde, mais de toute façon, leur discours n'ajoute rien à leur témoignage original. Nous avons vu la machine arriver, la porte s'est ouverte, les bonhommes, et là, Hickson dit, ils nous ont amenés à bord, et j'ai été surveillé ou ausculté par une espèce d'œil qui était sorti du mur et qui flottait autour de moi. Durant cette espèce de description, durant cet examen, le docteur James Harder va mentionner, et là on arrive à un point faible. Bon, jusque-là, ça va. Et là, le docteur Harder, dans son rapport qu'il va remettre à l'APRO, à l'organisation de recherche sur les ovnis qui l'a envoyé faire l'enquête, il le remet dans son rapport, en fait son contact, le témoignage des deux hommes, et là il dit... Quand je les ai regardés, je les ai examinés, j'ai vu sur ces deux hommes-là ce qui m'a semblé être des marques d'une piqûre, des marques qu'aurait pu laisser une seringue ou quelque chose comme ça. Et là, c'est assez surprenant parce que le docteur Harder, qui écrit ça dans son rapport, ne juge pas pour une raison qu'on ignore. Et là, c'est l'enquêteur, c'est le flair de l'enquêteur qui se dit « Oh, il y a quelque chose qui marche pas là ici ». James Harder ne juge pas utile de prendre des photos de ces piqûres, de ces marques de piqûres.
C'est quand même assez surprenant. Il ne juge pas non plus utile de faire ausculter les deux hommes par un médecin extérieur à cet univers-là. Et ça, c'est un des grands problèmes dans le domaine des ovnis. Je pourrais définir ça comme « gardons nos affaires en famille ». Donc, dès que tu entends parler des ufologues, puis ils vont te dire « Ah, la photo a été analysée par tel scientifique ou tel truc a été analysé par tel spécialiste », si tu grattes un peu, Yannick, tu vas vite te rendre compte que ces pseudo-experts sont souvent des gens qui sont eux-mêmes impliqués dans le domaine des ovnis. Ça fait partie de la famille. On ne fait pas appel à des gens de l'extérieur. Parce que, je ne sais pas, ces gens-là ont peur qu'une opinion d'une personne agnostique qui viendrait d'un milieu extérieur risquerait de faire écrouler le château de cartes. Mais peu importe, le docteur Harder donc dit « J'ai vu chez ces hommes des marques laissées par des piqûres, ce qui m'a semblé être des marques par des piqûres, mais il ne juge pas utile de prendre des photographies de ça, ni non plus de faire appel à un médecin pour voir si ces marques-là sont réellement des marques de piqûres ou simplement des boursouflures qui auraient pu être laissées par des insectes ou ont-ils été piqués par des ronces qui avaient près du chantier en question. Rien de ça. Et ce qui est d'autant plus surprenant après, c'est que jusqu'alors, et je les ai là, devant moi, j'ai les déclarations, le transcript des déclarations à la fois que Hickson et Parker ont fait au shérif le soir du 11 octobre. J'ai également leurs déclarations qu'ils ont fait aux militaires le lendemain, lorsqu'ils ont passé leur fameux test de radiation. Et dans ces deux cas-là, jamais les hommes ne parlent qu'ils ont été piqués ou qu'ils ont été agressés ou qu'ils ont senti la moindre douleur. Mais après que le docteur Harder ait rapporté dans son rapport qu'il avait vu chez ces hommes des marques de piqûres, tous les récits qui vont suivre, Hickson et Parker communément vont dire « Quand les bonhommes sont arrivés aux côtés de nous, j'ai comme senti une piqûre. » Tiens, c'est curieux parce que l'affaire de la piqûre, ça arrive après que James Harder a dit « J'ai constaté chez ces hommes des marques de piqûres ». Mais avant ça, dans les récits originaux, jamais Parker ou Hickson ne mentionnent cet élément-là. Donc ici, tu dis, on a clairement ajouté des éléments qui n'étaient pas dans le récit original. Évidemment, après ça, la description que les hommes vont raconter, c'est la description que James Harder va donner, parce que, bon, évidemment, tu comprends que la presse est là sur les quais, puis on va avoir des nouvelles. Donc, James Harder va sortir et va faire une déclaration à la presse en disant, parce que, bon, il dit « Je suis le docteur James Harder, j'appartiens à une organisation de recherche sur les ovnis, j'étais avec le docteur Hynek, et le docteur Hynek, à ce moment-là, il faut bien comprendre, il est bien connu de la presse, il a été pendant 22 ans le conseiller civil de l'armée de l'air américaine pour la question des ovnis. Alors qu'il dit, on a étudié ces deux hommes et il est clair que ces deux hommes racontent la vérité, ils sont vraiment effrayés et ce qu'ils ont raconté, c'est vraiment hors de ce monde. Et là, bien sûr, les ufologues, encore aujourd'hui, continuent de nous dire, voilà, l'opinion d'Hynek et de Harder était que ces hommes avaient vécu une expérience de l'autre monde. Mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. En fait, James Harder s'est exprimé au nom de lui et au nom de Hynek, mais Hynek n'avait pas du tout la même vision que lui des événements. Beaucoup plus tard, dans des entrevues au sujet de cette histoire-là, Hynek dira « J'ai rencontré ces deux hommes. Il est clair qu'ils racontaient une histoire qui les avait visiblement effrayés. Ces hommes-là paraissaient tout à fait honnêtes dans leur discours, mais je ne crois pas que cet événement-là ait quoi que ce soit de nature extraterrestre. Oh. Donc, il n'a pas d'explication, mais il hésite à parler des extraterrestres. Et il donne des informations assez surprenantes. Il dit, et vérifier également, le bureau du shérif n'ont jamais rien trouvé. Ni lui, Hynek, il dit, je suis allé sur place, je suis allé là où ils disent avoir vécu ça. J'ai vu que c'est un chantier désaffecté, mais il n'y avait pas aucune trace de la présence de la machine, pas de marque nulle part. Bien sûr, il ne fallait pas nécessairement s'attendre à trouver des marques, puisque Hickson et Parker disent que la machine flottait au-dessus du sol, donc elle n'était pas posée, donc il n'y avait peut-être pas forcément des marques. Mais il y a un petit détail qui nous accroche.
Calvin Parker dit, Hickson et Parker dit, quand la machine s'est approchée de la voiture, c'était la voiture du jeune Parker, il dit, le côté où les vitres étaient exposées à la fameuse machine volante, lorsqu'on est remonté dans la voiture, la vitre, et en fait c'est surtout Calvin Parker qui va raconter ce détail-là, il dit, la vitre était toute craquée. Et quand Charles Hickson a pris la poignée pour ouvrir la portière, la vitre s'est cassée en 1000 morceaux. C'est du verre, les voitures, les vitres de côté d'une voiture, c'est du verre trempé. Oui. Donc quand ça éclate comme du gros sel. Donc il dit voilà, quand que Charles Hickson a ouvert la portière, ben la vitre a éclaté en 1000 morceaux. Mais le shérif, il n'y a aucune photographie de la voiture du jeune Parker qui a été prise, ni par le bureau du shérif. Cette information-là n'apparaît pas non plus dans les rapports originaux. Sur place, ni les policiers, ni le docteur Hynek ne vont trouver quoi que ce soit de ce détail-là. Donc, c'est un détail qui apparaît beaucoup plus tardivement. Ça ne fait pas partie du récit original et on ne trouve non plus rien sur place. Donc, tu vois, déjà là, on est 3 jours après l'événement et on commence à avoir des petits éléments faibles. Pas d'enquête policière vraiment sur le terrain qui a permis de découvrir quoi que ce soit. Le docteur Hynek n'est pas tout à fait convaincu que ce soit de nature extraterrestre. Aucun autre témoin qui circulait sur l'autoroute 90 n'a vu quoi que ce soit. Et ces hommes-là ne parlent pas avoir été agressés, piqués ou de quelque façon que ce soit par ces fameuses créatures extraterrestres. Et pourtant, ce sont des éléments qu'on va retrouver ajoutés à leur récit ultérieurement. Donc, on peut bien sûr se poser, déjà à ce moment-là, tu te poses des sérieuses questions. Mais avec le temps, l'histoire va devenir encore plus étrange. D'abord, au moment où les deux hommes racontent leur récit, le policier, le shérif Diamond, se dit est-ce qu'on devrait leur faire passer un test le polygraphe, le test du détecteur de mensonges. Et lorsque les deux hommes sont interviewés également par le docteur Hynek et le docteur Harder, et on se pose également la même question. Est-ce qu'on lui fait passer un test du polygraphe? Mais le bureau du shérif, parce qu'il faut savoir, à Pascagoula, c'est pas une très, très grosse ville. Puis le shérif dit, nous autres, on n'a pas les équipements pour faire ça. Et là, à ce moment-là, il y a comme une espèce d'imbroglio qui s'installe. Hein? À cause, bien sûr, de la présence de la presse, Charles Hickson a décidé de se prendre un avocat pour gérer les communications entre lui et la presse. Parce que, apparemment, il y a un avocat qui a dit cette histoire-là pourrait valoir des millions, puis tu pourrais faire de l'argent avec ça. Et Charles Hickson, pas forcément de sa volonté, mais il s'est laissé un peu embrigader là-dedans, puis il décide finalement de prendre un avocat. Et l'avocat en question, bien évidemment, cette question du détecteur de mensonges revient à l'occasion, parce que, au départ, il n'y en a eu aucun, parce que le shérif n'avait pas cet appareil-là sous la main, n'avait pas non plus de spécialiste pour ça. Et le shérif Fred Diamond, lui, comme il va le dire aux médias, le fait qu'il a laissé ces hommes-là seuls et que ces hommes-là ont raconté, lorsqu'ils ne savaient pas qu'ils étaient interviewés, qu'ils étaient enregistrés, ces gens-là ont raconté en fait leur terreur, leur peur par rapport à ça, et ça uniquement sur la foi de cet enregistrement-là. Le shérif Diamond, lui, est convaincu que les hommes disent la vérité. Donc, il ne voit pas l'utilité de lui repasser un test de détecteur de mensonges. Mais malheureusement, la presse, elle, continue d'exiger un détecteur de mensonges. Oui, pourquoi ces hommes-là n'ont-ils pas été passés au détecteur de mensonges? Et finalement, il y aura un détecteur de mensonges qui sera fait sur Charles Hickson. Je comprends que Calvin Parker, lui, c'est « j'ai rien vu ». Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Charles Hickson, le 30 octobre 1973, il va passer un test de détecteur de mensonges. Et là, encore une fois, tu vois, la différence entre ce que les ufologues essaient de nous faire avaler et la vérité, il y a un monde entre les deux. Le 30 octobre, Charles Hickson se fait passer un test de détecteur de mensonges par une compagnie qui s'appelle la Pendleton Detective Incorporated, qui se trouve à New Orleans. C'est une agence de détectives privés. Et donc, Charles Hickson est amené là-bas, on lui passe le détecteur de mensonges et on nous dit, il a passé le détecteur de mensonges haut la main. Et là, les ufologues insistent beaucoup pour nous rappeler ça. Mais il y a une petite affaire qu'on ne nous dit pas. Dans un premier temps, lorsqu'on a voulu faire passer le test du détecteur de mensonges, c'est l'avocat de Charles Hickson qui s'est occupé de ça. Il a contacté plusieurs agences, des agences professionnelles, et ces agences-là, ou bien elles exigeaient des frais
ce que l'avocat ne voulait pas payer, ou bien certaines agences se sont simplement désistées parce que Charles Hickson n'était pas accusé d'un crime. Donc, il ne voyait pas l'utilité d'y faire passer un test de détecteur de mensonges. Finalement, l'avocat en question s'est retourné vers une compagnie de détectives privés à la Nouvelle-Orléans, et l'homme qui a passé le détecteur de mensonges n'avait aucune compétence pour le faire. Donc, on a pris la machine, on a mis Charles Hickson, puis écoute, s'il donnait 10$, il t'aurait dit que tu passais le test. Tu comprends? Donc, ça a été fait de façon tout à fait cavalière. Et quand les ufologues nous disent « Charles Hickson a passé le test du détecteur de mensonges », ben on nous ment éhontément, là. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et il y a un autre épisode à ça qu'on ne nous dit pas. Quelques années après, en fait 2 ans plus tard, en 1975, le fameux Charles Hickson en question, celui qui se rappelle de l'histoire, fait que, bon, à ce moment-là, il commence à être connu, il a fait plusieurs séries de conférences, il parle ouvertement de cette histoire d'OVNI. C'est assez étonnant parce que son collègue, le jeune Calvin Parker, lui, décide complètement de se retirer. Donc, au lendemain de leurs témoignages originaux, Calvin Parker quitte, si on peut dire, la vie publique. On n'entendra plus parler de lui pendant des années. Il disparaît des radars. Mais Charles Hickson, lui, apprécie plutôt cette célébrité. Je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission. Il ne refuse jamais une entrevue. Il va même passer à la télévision nationale et dans des émissions importantes comme le Dick Cavett Show. Écoute, c'est gros, ce Dick Cavett Show, là. Je pense qu'Elvis Presley est passé là au Dick Cavett Show. Charles Hickson va raconter cette histoire-là et il change en quelques détails. Hein. Comme je l'ai mentionné, d'abord, il se rappelle plus trop le temps. À un moment donné, dans une entrevue, il dit qu'il devait être à peu près 7 heures lorsque la machine est arrivée. Dans une autre entrevue, il dit qu'il devait être 8 heures. Puis dans une autre entrevue, il dit qu'il était 9 heures. Et ensuite, l'objet grossit. Hein. Au début, il mesure 8 mètres, après ça 12 mètres, après ça 17 mètres. Mais là, il faudrait s'entendre. Mais jusque-là, ça va. Mais en 1975, lors d'une activité de promotion, Charles Hickson est invité à un congrès sur les ovnis. Et l'organisateur du congrès demande à Charles Hickson s'il accepterait de se soumettre à un test du détecteur de mensonges. Mais cette fois-là, un vrai test de détecteur de mensonges réalisé par des gens compétents qui ont la formation pour faire passer un test comme celui-là. Et Charles Hickson accepte. Pour lui, il n'y a aucun problème. Donc, il se présente sur place, donne sa conférence. Et là, soudain, après la conférence, quand vient le moment de passer le test du détecteur de mensonges, ben, Charles Hickson se désiste. Et là, il va raconter une histoire un peu floue en disant « Ouais, mais comme je pense le détecteur de mensonges, on n'est jamais certain de l'interprétation. L'interprétation est souvent ouverte. Et s'il suffisait que le détecteur de mensonges décide par l'interprétation du polygraphiste de dire que je ne dis pas la vérité, ben à ce moment-là, je serais accusé de menteur, ma réputation pourrait en souffrir, même si dans les faits, je dis la vérité. » Ouais. C'est bien sûr, on peut considérer ça de même. Puis d'un autre côté, il est vrai que le détecteur de mensonges ne détecte pas les mensonges. Hein? C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont passé le détecteur de mensonges. Je pense par exemple à l'assassin Ted Bundy. Il a passé le détecteur de mensonges à quelques reprises, puis il a toujours réussi le test. Donc, si tu es un bon menteur, tu peux passer au travers du détecteur de mensonges, parce que le détecteur de mensonges, ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait que mesurer tes réactions physiologiques au moment où tu racontes une histoire. Et en fonction de ces réactions, ben, ça nous dit si l'individu, est-ce qu'il est plus nerveux lorsqu'il répond à telle ou telle question, ou moins nerveux. Donc, c'est pas nécessairement un gage de vérité, et c'est pour ça que d'ailleurs, le test du polygraphe n'est pas accepté devant les tribunaux. Néanmoins, dans le cas de Charles Hickson, il s'est désisté à passer le test du polygraphe. S'il l'avait passé, la seule chose que ça nous aurait prouvé, c'est qu'il croit ce qu'il raconte. Puis s'il l'avait raté, ben ça veut dire qu'il ne croit pas ce qu'il raconte, mais encore là, c'est sujet à interprétation. Mais néanmoins, lorsque les amateurs d'OVNI nous présentent cette histoire-là du détecteur de mensonges, ils ne la présentent qu'à moitié. Hein? Ils aiment bien nous évoquer qu'il a passé un premier test et que ce test-là a démontré qu'il disait la vérité, mais ce test-là, faut-il le préciser, encore une fois, a été passé par des gens qui n'avaient pas la compétence pour le faire. Donc, évidemment, on peut se poser de très sérieuses questions sur l'acuité du témoignage. Il y a d'autres éléments aussi. Au fil du temps, donc, comme je l'ai mentionné, ce fameux Calvin Parker disparaît des radars, mais lui, Charles Hickson, reste très présent, donc il donne des entrevues, passe à la télévision nationale, et là, à un moment donné, il va raconter
qu'il a eu d'autres contacts avec les extraterrestres. Ça, c'est un peu agaçant. Donc là, il raconte qu'à 2 ou 3 reprises, à un moment donné, il s'en va chasser, puis il dit, alors que j'étais en train de chasser, là, on est en 1974, donc on est à peu près une année après les événements. Il dit, j'étais parti à la chasse, j'étais seul, à un moment donné, je m'assois sur un rocher, et là, qu'est-ce que je vois? La même machine que j'avais vue là, avec Parker sur le bord de l'autoroute 90, je vois cette machine-là qui arrive au-dessus du champ, elle s'arrête, elle s'immobilise à proximité, et là, il raconte qu'il a reçu une espèce de message télépathique dans lequel les extraterrestres lui auraient dit « Nous sommes pacifiques, nous t'avons choisi et tu es destiné à quelque chose de plus grand. » Il entendait ce message-là comme un message radio. Ouais, c'est ça. Donc, il entend ça dans sa tête. Donc, il va avoir une mission plus grande pour on ne sait pas quoi, mais pour la suite des événements. Et là, bien sûr, avec ça, un récit comme celui-là, Charles Dixon va rejoindre un peu le club des grands enlevés aux États-Unis. Hein. Il y a un club assez select, hein, le couple Hill, dont on a déjà parlé dans une émission il y a 2 ans. Travis Walton, qui est peut-être l'un des, moi je dirais, après les Hill, c'est probablement l'enlevé le plus célèbre de l'histoire des ovnis. Donc Charles Dixon rejoint ces gens-là. Il va publier en 1983 un livre, en Contact à Pascagoula, dans laquelle il raconte son histoire. Et là encore, on apprend vraiment pas grand-chose de plus, parce que si ce n'est de répéter les mêmes éléments, et il ajoute ces fameux contacts de 1974, où il dit que les extraterrestres lui ont parlé par télépathie. Il va décéder en 2011, mais Charles Dixon n'est jamais revenu sur son histoire. Donc, il faut être prudent. Donc, il y a des éléments qui clochent. Hein? Le test de détecteur de mensonges qui est un peu coup-ci, coup-ça, pas d'évidence sur le terrain, des éléments qui sont discordants entre leur discours et ce qui va être enquêté, un témoignage qui s'adapte en fonction des attentes un peu du public ou de ce qui est raconté, véhiculé à gauche et à droite, notamment par le docteur James Harder. Donc, on commence ici là, à voir que la frontière n'est pas noire et blanc. Il y a une frontière entre les deux, puis cette frontière-là, elle est un petit peu embrouillée. Mais tu n'as pas entendu le meilleur de l'histoire. Allons-y. En 2018, Calvin Parker ressort de l'ombre. Là, on a notre Charles Dixon qui est mort en 2011. Et là, Calvin Parker, lui, a disparu des radars. Là, on n'a pas rien entendu parler de lui. Il avait 19 ans à l'époque, au moment où les événements sont produits. À quelques reprises, pour être honnête, il a accepté de participer à des événements, notamment auprès de Charles Dixon. Donc, dans un congrès, je pense notamment en 1993, où Charles Dixon est invité. Il s'est présenté là avec le jeune Calvin. Là, il était plus jeune, mais avec Calvin Parker. Mais Calvin Parker a toujours eu un peu le même discours. Je me rappelle de rien. J'ai vu la machine arriver, la porte s'est ouverte, il y avait des bonhommes, puis après, merci, bonsoir. Puis ça reste assez flou. Mais il va faire quelques commentaires, dont notamment en 1993, il dit « Je suis persuadé que ces créatures venaient de l'enfer. » Il faut dire à ce moment-là qu'il parle peut-être au nom de sa propre foi. Il va devenir, à un moment donné dans sa vie, il va se découvrir une foi religieuse très importante. Il va faire partie de quelques mouvements assez fondamentalistes religieux. Et là, il croit que ces créatures pourraient être des envoyés de l'enfer. Ça, c'est ce qu'il dit en 93. Mais rapidement, il retourne dans l'ombre et on n'entend pas parler de lui. Et puis en 2018... Là, écoute, ça c'est la cerise sur le sundae. Notre Calvin Parker ressort de l'ombre. Et là, il va même publier un livre qui s'intitule Calvin Parker, My Story. Donc, son histoire. Et là, écoute, on apprend que durant cette période d'absence, cette période de silence, en 1993, il aurait rencontré Bud Hopkins. Bud Hopkins, pour te le situer, puis écoute, je vais mesurer mes mots parce que tu n'as pas plus crapule que lui à peu près dans l'univers des ovnis. Là. C'est la rognure, là, lave-là. Donc, ce Bud Hopkins a capitalisé, a fait sa carrière sur les soi-disant enlèvements par des extraterrestres. C'est un artiste peintre. Il a commencé à s'intéresser à ces histoires d'enlèvements extraterrestres. Il s'intéressait aux ovnis. Il a lui-même été témoin, lorsqu'il était plus jeune, d'une observation d'ovnis. Donc, il y a eu un intérêt là, tout à fait normal pour la question des ovnis. Et puis, à la fin des années 70, début des années 80, il commence à s'intéresser principalement à ces histoires, à ces récits d'enlèvements extraterrestres. Il va devenir une espèce de
gourous aux États-Unis des enlèvements extraterrestres. À un moment donné, là, dans les années 80, là, l'organisation MUFON, le Mutual UFO Network, qui se vante d'être la plus grosse organisation de recherche sur les ovnis et dont Bud Hopkins était l'un des membres, en fait l'un des bons, ne jurait que par Bud Hopkins. C'était Bud Hopkins par-ci, Bud Hopkins par-là, et Bud Hopkins, bien évidemment, mettait tout le monde sous hypnose, puis lui faisait raconter des histoires d'enlèvement par des extraterrestres. Et là, on apprend que ce fameux Calvin Parker est passé sous la houppette de notre Bud Hopkins. Le problème de Bud Hopkins, c'est qu'il a été complètement discrédité. Après sa mort, c'est un artiste peintre qui est décédé il y a quelques années, après sa mort, sa femme, Carol Rainey, qui est une cinéaste, a fait des révélations là, mais dévastatrices. Elle a raconté, par exemple, qu'à la mort, durant son vivant, à plusieurs reprises, elle avait vu de ses, entre guillemets, patients de Bud Hopkins, donc des gens qui disaient avoir été enlevés, hommes ou femmes, et elle raconte, elle dit, il est clair que beaucoup de ces gens-là avaient des troubles mentaux. Et il y avait des pathologies qui étaient clairement identifiables. Et elle dit, à toutes les fois où j'ai essayé d'aborder cette question-là avec Bud, il devenait colérique, il voulait absolument entendre aucune autre avenue, aucune autre sortie que ils ont été enlevés par des extraterrestres. Mais il y a pire. Après la mort de Bud Hopkins, Carol Rainey, sa veuve, va hériter en fait d'une partie de son matériel et elle découvre à son grand étonnement que sur les enregistrements audio de très nombreuses séances, Bud Hopkins a inculqué à ses sujets sous hypnose le scénario de l'enlèvement extraterrestre. Bud Hopkins était convaincu que les extraterrestres nous rendaient visite et que leur objectif était de créer une espèce de race hybride. Or, ce que moi j'appelle généralement l'épouvantable scénario. Or, Bud Hopkins était convaincu de ça. Et aujourd'hui, on le sait, lorsqu'on place un individu en état d'hypnose, non seulement il ne racontera pas la vérité, en tout cas, il ne racontera pas forcément la vérité, mais lorsqu'on est placé sous hypnose, on devient excessif. D'abord, l'imagination s'emballe, on devient excessivement réceptif aux commentaires extérieurs qu'on va amalgamer à notre témoignage. Donc, lorsqu'il est sous hypnose, Bud Hopkins disait à ses sujets, OK, et là, tu le vois-tu, le petit extraterrestre gris avec des yeux bridés qui veut faire une expérience. Donc, Carol Rainey découvre que Bud Hopkins introduisait chez ses patients ou patientes en état d'hypnose l'épouvantable scénario. Or, c'est entre les mains de cette crapule que passe notre fameux Calvin Parker. Et là, Parker dit, j'ai été hypnotisé par Bud Hopkins et j'ai découvert que j'avais en fait tout vu. Et là, il raconte une histoire, écoute. Il a découvert qu'il avait en fait tout vu. Ben oui. Et là, il dit, c'est probablement à cause de la mémoire occultée. Parce que Bud Hopkins, ça c'était une des affaires qu'il aimait beaucoup, c'est de faire à croire aux gens que dans notre cerveau, il y avait une espèce d'oubliette où quand tu vivais une expérience trop traumatique avec les extraterrestres, parce que les gens qui ont vécu le Vietnam ou les gens qui sont à la guerre du Golfe, eux, quand leurs amis explosaient sur une bombe, ils s'en rappellent que leur ami a explosé sur une bombe. Mais quand tu vis une expérience avec les extraterrestres, c'est particulier, là. Il doit exister dans ta tête une espèce d'oubliette où tes souvenirs sont envoyés, puis toi, tu t'en rappelles plus du tout. Et l'hypnose permet d'aller rechercher ce souvenir-là. C'est ce qu'on a appelé, puis on y a cru ensemble. Il faut dire que c'était très à la mode dans les années 60 et les années 70. On croyait ça. C'est ce qu'on appelait la mémoire occultée. On sait aujourd'hui que c'est un fantasme, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Mais Bud Hopkins, lui, les gens qui mettaient sous hypnose, il réussissait assez bien à les convaincre de ça. Et là, c'est un peu ce que Calvin Parker nous raconte dans son livre, c'est que dans le fond, il se rappelle de tout, mais que l'expérience était tellement troublante qu'elle s'est retrouvée dans son espèce d'oubliette de la mémoire. Mais grâce à Bud, là, il peut tout se rappeler. Et là, ce qu'il raconte, c'est que les extraterrestres arrivent, il le pique dans le bras, bien sûr, on récupère l'idée de la piqûre et là, il dit qu'il se sent un peu comme engourdi, comme si les extraterrestres l'avaient endormi. On l'amène à l'intérieur de l'OVNI. Il raconte à peu près mot à mot ce que le récit que son collègue Charles Hickson, décédé depuis, a raconté. Donc, il se trouve lui aussi dans une pièce. Il est dans une espèce d'état d'apesanteur. Il y a cette espèce d'objet qui va tourner autour de lui, qui le surveille, qui l'observe. Exactement
presque mot à mot, un copie-coller de ce que son collègue Charles Dixon a raconté. Mais il ajoute une information assez étonnante. Il dit, pendant que je suis dans le vaisseau, qu'est-ce que je vois arriver? Ben, un extraterrestre du type petit gris. Qu'on n'a jamais vu avant. Mais tu vois, ce petit gris-là, c'est l'élément central de toute l'hypothèse de la manipulation par les extraterrestres qu'entretient Bud Hopkins. Et là, voilà qu'on a ce Calvin Parker qui a été soumis sous hypnose par Bud Hopkins et là qui introduit dans le récit la présence de cette espèce d'extraterrestre petit gris qui dit, bon voilà, je suis dans la pièce, les bonhommes avec le nez et les oreilles en glaçons sont sortis, et là, ce petit bonhomme, ce petit gris, hein, des traits plus humains, là, il s'approche de lui et il lui communique par télépathie qu'ils sont pacifiques, lui et son collègue ont été choisis, et là, finalement, il est ramené sur le débarcadère. Ça, tu vois, ce récit-là, il est tout à fait étranger à ce qui a été raconté avant. Il rajoute des éléments que l'on voit être visiblement empruntés à la fois au récit de Charles Dixon, mais également emprunté à l'imagerie ou au fantasme de Bud Hopkins. Et là, c'est un peu cette histoire-là qu'il raconte, alors que jamais ces éléments-là n'ont été racontés dans le récit original. Donc, on peut se demander pourquoi Calvin Parker décide-t-il aujourd'hui de sortir de l'ombre pour parler. Il faut dire que Calvin Parker est un homme aujourd'hui très malade, hein? Bon, lorsqu'il se retire, lorsque les événements se produisent en 1973, c'est un jeune homme, il a 19 ans au moment où l'expérience va se produire, mais dans les années qui vont suivre, il va avoir des problèmes de santé. Et là, aujourd'hui, ce Calvin Parker, c'est un homme qui est un peu diminué, hein? Il est rendu à 60 ans, il a fait un AVC, il a fait une crise cardiaque, il est très diminué, il a de la difficulté à se mouvoir. Et là, tout d'un coup, il sort de l'ombre, et là, publie coup sur coup 2 livres, hein? Calvin Parker, mon histoire, et puis après ça, un autre livre, c'est avec d'autres témoins, mais des témoins qui se manifestent 40 ans après les faits, qui disent avoir vu des lumières au-dessus de l'autoroute, mais bon, ça vaut quoi? Et qui plus est, des livres qui sont publiés et dont la promotion est faite par un individu qui s'appelle Philip Mantle. Et Philip Mantle, c'était celui qui avait orchestré la campagne de publicité, si je puis dire, autour de l'histoire, tu te rappelles, dans les années 1990, l'histoire de l'autopsie de l'extraterrestre. Ah, tu te rappelles de ça en noir et blanc? Bien sûr, on en avait parlé. Le Philip Mantle, c'était un peu l'agent de promotion, le type qui avait fait l'autopsie de l'extraterrestre, ce canular-là. C'est un type, un réalisateur de films qui s'appelait Raymond Santilli, qui commercialisait, en fait, on dit réalisateur, mais ce qu'il faisait surtout, Raymond Santilli, c'est qu'il commercialisait des anciens films. Il récupérait, par exemple, les vieux films de Laurel et Hardy, les vieux films de Charlie Chaplin, et transposait la pellicule sur des DVD. Donc, c'est un peu ce commerce-là, le repiquage d'anciens films des années 30 ou des années 40. Et c'est ce Raymond Santilli qui va faire le faux documentaire, les fausses images de l'autopsie de l'extraterrestre. Et cette campagne au sein du milieu ufologique, de l'existence de ce film de l'autopsie de l'extraterrestre, elle est faite par la bouche d'un individu, et cet individu, c'est Philip Mantle, le même qui, aujourd'hui, publie à compte d'éditeur, parce que c'est pas une grosse maison de production, là. C'est lui tout seul qui, j'allais dire presque à compte d'auteur, mais c'est pas lui qui l'a écrit, c'est à compte d'éditeur. C'est lui qui publie les ouvrages de Calvin Parker en racontant ces nouveaux éléments qui sont littéralement empruntés à des éléments un peu fortuits qui se sont produits au cours des années qui ont suivi. Donc, c'est un peu ce qui nous ramène à cette histoire de l'enlèvement de 73, de l'enlèvement de Pascagoula. Comme tu le vois, on n'a pas la preuve que c'est un canular. Les 2 hommes, visiblement, après l'événement, semblaient témoigner d'une peur qui était bien réelle, qui a convaincu le shérif Fred Diamond. On a un enregistrement secret. Ah, d'ailleurs, c'était amusant. J'ai un autre petit bout à te faire entendre. J'ai essayé de le nettoyer, parce que lorsqu'on a, évidemment... Lorsque Calvin Parker a raconté sa nouvelle version de l'histoire, là, il dit, parce que je l'avais oublié, je me rappelle de tout, mais il va ajouter aussi d'autres éléments. Il va dire, en fait, c'est pas tant que je l'avais oublié, mais que je ne voulais pas être mêlé au cirque médiatique. C'était surtout ça l'élément. Il dit, et je m'étais entendu avec Charles Dixon en lui disant, si tu veux en parler aux médias, parle-en, mais moi je me tiens loin de ça, je ne veux pas être mêlé à ça. Mais à ce moment-là, il dit, je me rappelais de ces événements-là. Mais là, il y a un gros problème là-dedans, parce que
Tu te rappelles, on a fait entendre aux éditeurs un peu plus tôt ce petit bout d'enregistrement où Charles Dixon parle avec Calvin Parker, le fameux Secret Tape. Oui. À ce moment-là, les deux hommes ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Ce sont eux tout seuls dans le bureau du shérif. Et quand on écoute cet enregistrement-là, ben, crois-le ou non, Calvin Parker, à un moment donné, répète très clairement à Charles Dixon « Je me rappelle de rien, j'ai perdu connaissance. I passed out. C'est la première fois que je perdais connaissance. » Donc, à ce moment-là, là, il n'est pas question d'essayer il dit pas à Charles Dixon « Je veux pas en entendre parler, je veux pas être mêlé aux médias. » C'est pas ça qu'il dit. Il dit clairement qu'il a perdu conscience. J'ai nettoyé cet enregistrement-là, on le fait entendre, ça dure une 15aine de secondes, puis après, ben écoute, on va à la pause, puis on continue après. They just froze up just like that. I couldn't move, just like I stepped on a damn rattlesnake. They didn't do anything, you know. I passed out. I passed out. That's the first time I ever passed out in my life. You shut the new medical records. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Pour ça, de passer un bon vendredi soir, on est le 9 octobre 2020. 2 sites internet à bien retenir, christianpage.ca pour avoir plus de Christian Page dans votre vie. Vous pouvez aller faire un tour au www.radiox.com pour avoir accès au podcast ou encore même télécharger l'application Radio X. Et vous pouvez aller sur notre page Facebook Radio X Files et devenir notre ami. On fait la conclusion de cette fameuse émission sur l'histoire de l'enlèvement de Pascagoula. Ouais. Qu'est-ce que l'on peut dire, Yannick, de ça? C'est que on ne sait pas, je ne prends pas position, est-ce que c'est vrai, pas vrai, est-ce que c'est un canular ou non? On n'a pas la preuve que c'est un canular. Et si on regarde dans les éléments pour, ben, c'est sûr que tous les gens qui les ont côtoyés à ce moment-là ont tous eu à peu près un jugement unanime. Ces deux hommes-là semblaient vraiment très effrayés par ce qu'ils avaient vécu et personne n'a jugé, personne n'a remis en doute leur discours, personne n'a remis en doute le fait qu'eux croyaient réellement avoir vécu cette expérience-là. Maintenant, savoir était-elle vraie ou non, ça c'est autre chose, mais il n'y a rien qui permet de croire qu'on est ici en présence d'un canular monté par deux types qui voulaient faire du fric. D'ailleurs, ils n'ont pas fait d'argent avec ça, même si Charles Dixon a éventuellement écrit un livre, même s'il a passé dans des émissions à saveur nationale, en bout de ligne, c'est quelques centaines de dollars au maximum qu'il aurait tiré de cette expérience-là. Donc, les sceptiques qui disent « voilà, cette histoire-là est clairement un canular », c'est pas aussi bien établi que ça. C'est-à-dire qu'on est ici, on est plutôt dans une zone frontière assez grise et je vais plutôt, moi, réserver mon jugement. En revanche, il y a des éléments qui sont excessivement faibles. On l'a vu, le fait qu'il n'y a pas de témoins, on est tout près de l'autoroute, il n'y a pas de témoins ce soir-là. Le fait qu'au cours de ses déclarations, Charles Dixon a fait varier son témoignage, tant sur l'heure de l'expérience que sur la dimension de l'objet, ça c'est quand même très inquiétant. Le fait qu'au fil du temps, les hommes ont adapté leur témoignage en fonction plutôt des attentes de la presse ou des attentes des ufologues, ça aussi c'est inquiétant. Et enfin, le témoignage au final de Calvin Parker, lui qui avait gardé le silence sur cette histoire-là pendant presque 40 ans, qui sort de l'ombre pour nous raconter une histoire qui est complètement cousue de fil blanc et qui est clairement une espèce de fantasme qui a été construit probablement lors de ses séances d'hypnose avec Bud Hopkins. Ça vient ajouter un élément excessivement faible à cette histoire. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de l'enlèvement de Pascagoula? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? Canular? Une expérience qui a été mal interprétée par les sujets? On ne le sait pas, et c'est probablement pourquoi, 47 ans après ces événements-là, il y a toujours un doute qui subsiste, autant si on essaie d'être objectif, autant pour ceux qui disent oui que ceux qui disent non, il y a des doutes. Un jour, Christian, j'espère que tu vas m'expliquer pourquoi. Si les visiteurs qui visitent notre monde et qui viennent d'ailleurs, leur but c'est d'être furtifs pendant tout le temps de leur opération, pourquoi à chaque fois on parle d'un vaisseau avec un kit de lumière extérieure?
Ouais, ça, c'est une grande question. Tu sais, je veux dire, toi-même, tu t'en vas sur l'autoroute puis tu veux pas te faire voir par la police, tu fermes tes lumières. Tu sais, mais pas eux autres. Pas eux autres. Les autres, ils arrivent tout feu allumé, mais ils veulent être discrets. C'est pas vraiment la meilleure façon. Puis des fois, ils ont différentes couleurs. C'est bleu, jaune, rouge. Oui, puis les bonhommes sont jamais pareils. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, les créatures qu'on décrit, Hickson et Parker, elles sont assez à peu près uniques hein, dans l'histoire des ovnis. Généralement, les gens vont parler le petit gris là, qui va beaucoup s'imposer à la fin des années 60 comme le modèle de base. Mais les bonhommes, comme ceux décrits par nos deux pêcheurs, des espèces de créatures qui ressemblaient à des momies avec des mains en forme de pince. Les pattes étaient collées, ça se terminait par un renflement un peu comme une patte d'éléphant et une espèce de glaçon à la place du nez et des oreilles. Ça, j'avoue que je pense qu'il y a 2 ou 3 récits, mais qui sont postérieurs à l'affaire de Hickson Parker, qui vont parler de créatures semblables. Mais au moment où eux racontent ça, c'est à peu près unique, ce genre de bonhomme-là. Et puis bon, si on tient compte de tout ça, on doit être visité par à peu près 50 races d'extraterrestres différentes, parce que les témoignages varient tellement d'un niveau à l'autre, au niveau de la description des créatures, que ça devient un peu un jeu du n'importe quoi, essayer de faire une description. Et des lumières extraterrestres, là, supposons qu'il y en a une qui brûle, tu vas chercher ça à quelle quincaillerie? Ah, ça, c'est une grande question aussi. Je te souhaite de passer un bon vendredi, Christian. Toi aussi. Un bon week-end ainsi qu'aux auditeurs, puis on se rejoint ce vendredi prochain. Salut, merci. Radio X Files. Radio